Bonsoir tout le monde, à toutes et à tous. J'espère qu'on entend bien, ça m'a l'air relativement bien sonorisé. On va essayer de parler clair et de parler vrai ce soir. Donc là, c'est une petite introduction tout simplement par les quelques présidents qui vous accueillent ce soir, les quelques associations qui ont le plaisir d'organiser ce Denis 5e Data Business Day ou 5e. Donc ici à Cap Digital, en partenariat avec la FNPS et le GF2I, un groupement français des industries de l'information. Donc j'ai le plaisir, l'honneur de représenter ce soir et dont il y a un certain nombre de membres dans la salle. Donc l'esprit, bien sûr, des Data Business Day, il va être rappelé bien plus précisément que je ne saurais le faire, mais dans lequel on est cette année particulièrement, c'est qu'on a vu à quel point la puissance était informationnelle en ce début d'année, c'est plus illustré que jamais. Le moment dans lequel on est, c'est le moment de passer de la théorie et des discussions et des considérations peut-être à l'action, bien sûr, avec là un certain pragmatisme dans nos organisations, qu'elles soient publiques, privées, qu'elles soient porté par telle et telle approche du métier, de la donnée, de ce vaste sujet. Donnée qui n'est pas un sujet abstrait, qui est un sujet très concret en regard vraiment directement avec la valeur de nos organisations et qu'il faut prendre à bras-le-corps dans le moment dans lequel on est. Donc c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Par rapport aux autres Data et Business Day, on a pris un petit peu de hauteur en essayant de faire ça de façon transversale et transsectorielle, dans le même esprit, toujours avec l'esprit qui nous anime de croiser les regards privés, publics, grands, petits, avec des doueurs et des gens qui ont des approches plus réflexives et de prise de recul. Mais effectivement, de le faire pour essayer de prendre les leçons, autant que possible, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché dans tel et tel secteur, et d'essayer de tirer, si c'est possible, bien sûr, les facteurs clés de succès de ce marché de la donnée en structuration. Donc voilà, c'est l'esprit dans lequel on va écouter nos intervenants et experts de ce soir, avec voilà, l'animation dynamique et l'expertise de Denis et d'Emmanuel Parodi, Denis Berthaud, de LexisNexis aussi, qui animera cette soirée. Donc effectivement, c'est un moment dont on attend beaucoup pour essayer de bien comprendre et de prendre du recul pour être efficace par rapport à cette question de la structuration du marché de la donnée. Et je passe la parole à Jean-Christophe de la FNPS pour vous souhaiter également la bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, la FNPS est ravie de se trouver ce soir aux côtés du GF2I et de Cap Digital pour ce Data et Business Day. Peut-être en deux, trois mots, c'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle clé des données qui sont produites par la presse spécialisée et notamment la valeur qu'elles peuvent représenter. Effectivement, ce soir, nous sommes là dans une posture tout à fait pragmatique qui consiste à dire que, nous semble-t-il, ces données, par leur spécialisation, et quand on parle de données, nous, on aime bien parler d'information et de contenu, parce que voilà, ce sont quand même, c'est plus que des données, c'est de l'information et ce sont des contenus. Il y a une dimension qui est un peu différente. De dire que ces données, par leur spécialisation, elles sont extrêmement importantes, notamment pour entraîner les modèles d'IA générative. Et un certain nombre d'études le montrent. On arrivera rapidement à épuisement. Et puis, si on peut pas aller sur des données de plus en plus spécialisées, et c'est le cas des données que nous produisons, on sait combien ces IA risquent de se trouver en échec. Donc finalement, on est face à un marché qui représente, à notre sens, une réelle opportunité. Évidemment, à condition de partager la valeur, et c'est notre cheval de bataille, et de respecter le droit. Mais essayons de co-construire ensemble ce marché des données pour finalement tirer tous les bénéfices de ce qui pourrait être une opportunité, à condition de le faire de manière vertueuse. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous recevoir chez Cap Digital en ce début d'année. Donc tous mes voeux à ceux et à celles que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Bienvenue Thomas. Je suis ravi d'accueillir et le GF2I et la FNPS à cet événement. C'est le 4e de mémoire, c'est ça? 5e même. Et avec mon ami Denis, ancien président du GF2I et animateur et collaborateur dans la commission data de Cap Digital. Lorsqu'il a lancé ce projet, les premières ont eu lieu il y a 2 ans, 3 ans? Non, 4 ans déjà, ça passe tellement vite. Ça a apporté à Cap Digital toute cette notion autour de la donnée. C'était bien avant les grands développements récents de l'intelligence artificielle. Et c'est la première fois que j'assiste à cet événement.
Et pourtant, on a travaillé ensemble sur la création de cet événement. Donc ravi, en tant qu'ancien président du GF2I, d'accueillir un nouveau président du GF2I. Je vais laisser notre spécialiste de la data animer cette soirée, mais évidemment chez Cap Digital, où on travaille sur des infrastructures, sur des algorithmes qui traitent de la donnée depuis, historiquement, depuis toujours. À l'époque sur les moteurs de recherche, sur les outils de traitement automatique du langage, sur les outils généraux dans les domaines de la distribution, dans le domaine de la santé, des industries culturelles, etc. La data, c'est vraiment le matériel sur lequel on travaille tous ici. Donc on est ravis d'accueillir ce 5e événement dédié à l'IA générative, l'usage des données pour l'IA générative. Voilà. Est-ce que j'imagine qu'on reviendra peut-être aussi sur les sujets qui touchent nos amis de la presse, hein, puisqu'il y a des questions peut-être de propriété intellectuelle, je ne sais pas. Je n'ai pas encore le détail, mais bienvenue Denis pour ce 5e édition. Et bienvenue encore une fois à tous. Et je crois qu'on finit par un petit cocktail d'échange à la fin de la soirée. C'est parfait. Je te passe le micro, cher ami. Cher président pluriel, merci à tous. Merci de votre participation. Je vais être très rapide. Dire quelques mots. L'esprit du Data et Business Day, c'est de se dire il faut créer un marché de la donnée, il faut rapprocher l'offre de la demande et il faut le faire entre professionnels parce qu'on est plutôt dans une optique très B2B et que les données, il y en a tellement de tous les genres, on en reparlera quelques minutes, mais il faut un peu distinguer les choses. Là, on est dans la donnée business to business. Et donc, à partir de là, l'idée du Data et Business Day, donc, elle a 5 ans, et l'idée, c'était de se dire sur une thématique rapprochant ceux qui ont des données de ceux qui pourraient les réutiliser. C'est dur dans les deux cas. Bon, identifier les producteurs de données, on y arrive, mais le public qui pourrait être intéressé par la réutilisation de données n'est pas facile à identifier et à faire venir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, il ne sait pas qu'il a besoin de données, il ne sait pas qu'il a envie, et qui pourrait faire d'autres choses, d'autres services, des nouveaux services, être plus efficace dans sa propre entreprise, être plus rapide, avoir une prise de décision orientée autour de la data, devenir, comme on dit aujourd'hui, data-driven. Donc, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, on a commencé il y a en 2020 sur les données de la ville intelligente, la Smart City. On a continué sur les données de la RSE en 2021. Les données juridiques et légales en 2022 et en 2023, les données géographiques. Donc, on est sur des verticales. Et là, on a souhaité, donc, dans cette 5e version, travailler plus sur la notion de modèle économique, sur la notion de mise à disposition et des outils qui permettent de faire cette mise à disposition, donc les plateformes d'échange de données, parce que c'est dans l'air du temps. Parce que l'Europe nous y invite, par les textes européens de l'ère Thierry Breton, qui va bien nous manquer aujourd'hui. Et donc, il était important de travailler sur ce thème-là et avec un professionnel. Donc, on a fait appel à Emmanuel Parodi, qui se présentera ensuite et qui va animer les 2 tables rondes qui vont avoir lieu devant vous. Ou pour, je dirais presque, la première fois, on va essayer de cerner ce marché de la donnée. Quelques mots sur les données, parce que c'est un mot ramasse-tout, le mot data, le mot données, on met tout derrière et tout et rien. Je voudrais faire quelques distinguos rapides, à défaut d'être exhaustif. Le premier, distinguons déjà les données démocratique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ouvre dans le cadre de pour faire comprendre l'action de l'État, pour donner du pouvoir aux citoyens, pour faire dans un esprit d'ouverture et de transparence de l'action de l'État. Ces données sont évidemment hors du périmètre des data business to business. Ça va sans dire, mais je préfère le dire quand même. Distinguons aussi les données à vocation économique, c'est-à-dire celles qui nativement permettent de développer une action économique forte autour et celles qui n'ont pas ce potentiel. Mettre dans le même sac les horaires de piscine
Par exemple, l'information géographique, derrière le mot data, c'est mélanger torchon en serviette. Autre point, il y a plusieurs régimes juridiques de données. Il y a les données de l'État ou des administrations qu'on appelle les données publiques qui répondent à des règles et une législation très particulière. Il y a les données privées, donc des acteurs privés, donc essentiellement des entreprises, que par déformation on appelle les données industrielles. C'est un peu plus subtil que ça, mais on n'a sûrement pas le temps d'aller plus loin là-dessus. Je distinguerai enfin des régimes spéciaux de données. C'est-à-dire déjà dans certains domaines, en France et en Europe, on a légiféré pour créer des couloirs de nage spécifiques à des matières. Ça va être l'énergie, ça va être le transport et la mobilité, ça va être le droit, ça va être les statistiques, ça va être la géographie. Et puis on continue à créer des nouveaux types de données. On a créé en France quelque chose d'ailleurs dont le GF2I est à l'origine, qui s'appelle les données essentielles, c'est-à-dire celles qui sont importantes pour la vie économique du pays, et qui a donc été décrite dans un texte spécifique français. Et le dernier type qui va se développer parce que c'est inéluctable, c'est ce qu'on appelle les données d'intérêt général, c'est-à-dire les données détenues par les entreprises privées qui intéressent fortement le secteur public pour faire son travail. Et il a sacrément envie de mettre la main dessus, sans évidemment bourse déliée, c'est évident, puisqu'on n'arrive pas à définir une valeur de la donnée. Donc il faut arriver à définir des valeurs de données. En s'appuyant, et ça sera ma conclusion, sur une notion fondamentale qu'au GF2I on porte depuis toujours, depuis 40 ans qu'on existe, c'est la notion de qualité de la donnée. La qualité de la donnée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un mot, ce n'est pas comme l'interopérabilité qu'on met là aussi à toutes les sauces. La notion de qualité, elle se décrit, elle se vérifie, elle se constate, elle se mesure. Ça va être la fraîcheur, ça va être l'exhaustivité, ça va être la complétude, ça va être les formats, les outils de mise à disposition, les outils de protection qu'on a mis en œuvre à la fois pour les stocker, pour les transporter aux destinataires. Et puis ça va être aussi, et parfois surtout, l'engagement que prend le producteur des données sur la qualité qu'il met à disposition. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à Emmanuel, qui va être votre maître d'équipage pour toute la journée, enfin la soirée. Merci, cher Denis. J'invite les participants au premier plateau à venir s'installer. Voilà, à titre personnel, moi j'étais journaliste et directeur de rédaction du groupe Mind Media et autres qui travaillent sur le modèle économique de la presse en ligne, et j'ai travaillé sur ces sujets-là aussi comme secrétaire général du GEST et du DVP, les droits voisins, en particulier avec tout ce qui est négociation sur les cookies, négociation avec les plateformes, voilà, avec la nouveauté pour un journaliste qui est d'estimer que des articles, je te regarde Carole, que des articles c'est de la data, quand on parle à une plateforme, c'est de la data, et ça fait un petit peu partie du sujet. Merci pour toutes ces introductions. J'ai pas grand-chose à rajouter. On parle de business aujourd'hui, on va parler de prix. Les gens qui sont là sont à la fois des défricheurs de ce terrain de la data. Alors, il y a des nouveaux projets qui vont bientôt affronter le marché, il y a ceux qui en viennent. Le but, c'est de faire un point, un état des lieux sur cette première table ronde, sur justement comment se passe la rencontre avec le marché, les difficultés, les freins, et parmi toutes les questions, l'arrivée de l'IA, dont on sait qu'elle va tout accélérer, puisque tout le monde imagine ce qui était peut-être impensable il y a une quinzaine d'années, c'est que l'ensemble ou une grande partie des processus de décision dans l'entreprise, mais aussi des processus industriels, puissent être directement ou indirectement pilotés par l'IA. Ce qui pose une question, celle de la qualité des data et tout ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Alors, pour vous présenter, vous allez tous vous présenter, et moi je veux savoir trois choses. D'abord, vos activités, sur quel type de plateforme vous travaillez, enfin le projet sur lequel vous travaillez. Je voudrais que vous expliquiez aussi le type de data, parce que quand on parle de data, en fait, c'est totalement abstrait, et je me suis aperçu en discutant avec tous les invités que d'un projet à l'autre, ça n'a rien à voir, et je pense que c'est important de sortir de la théorie. Et
quels sont vos clients? Alors, payants ou pas, hein, on est d'accord, les utilisateurs, à qui vous vous adressez en termes de services. Donc, je voudrais vous présenter en faisant les trois items. Carole, c'est toi qui ouvre le bal. Bonsoir. Donc, je suis journaliste, je travaille pour l'agence France Presse. Je vais parler plutôt au nom du projet que je représente, à savoir THEMS, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne et qui vise à créer un espace de données de confiance européen pour les données médias. Donc ça s'adresse à un secteur média très élargi, c'est-à-dire pas uniquement la presse, c'est l'audiovisuel, le cinéma, le gaming, la publicité, le marketing. Donc nous avons aujourd'hui, nous travaillons sur 8 cas d'usage et l'AFP est responsable d'un de ces cas d'usage qui là vise à créer comme un grand fonds européen de fact-check. Parce que l'AFP aujourd'hui est partenaire d'autres projets européens et notamment d'un grand projet européen qui s'appelle EDMO, European Digital Media Observatory, qui consiste en gros à regrouper des universitaires, des spécialistes de l'éducation aux médias et des médias. Et donc l'Europe a décidé, et ça depuis plusieurs années, de cartographier toute l'Union européenne et d'organiser une lutte contre la désinformation. Donc ces hubs sont donc il y a 14 hubs en tout, qui sont soit nationaux, soit régionaux, à travers toute l'Europe. Et les fact-checks sont en gros produits par des agences de presse, dont la nôtre, mais aussi par DPA, qui est l'agence de presse allemande, par APA, qui est l'agence de presse autrichienne, et encore d'autres médias, VRT, France Télévisions, donc Libération pour le hub français, qui s'appelle De Facto. Et donc l'idée de notre use case au sein de cet espace de données européen médias de confiance, c'est de connecter le fonds européen de fact-check EDMO à THEMS. Et donc, dans le but d'essayer d'arriver à trouver un modèle économique, donc, parce que c'est le grand sujet pour le fact-check, qui est aujourd'hui financé essentiellement par des institutions ou alors par les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, pour les plus gros. Voilà. Alors, ne dis pas tout, on va en discuter juste après. Juste, quand même, qui est le destinataire final quand on a pensé en fait ce dispositif? Donc, le client, c'est qui? Alors, THEMS, c'est du B2B. Donc là, l'idée, c'est de s'adresser, enfin, de favoriser la coopération entre différents médias, d'essayer de voir s'il y a un modèle économique dans la republication de fact-check qui sont aujourd'hui disponibles et gratuits à la lecture, mais qui ne peuvent pas être republiés, et aussi d'arriver à voir si ces fact-checks peuvent être aussi vendus et les métadonnées associées à des acteurs de l'IA, justement. D'accord. Donc c'est des articles, concrètement c'est des articles avec des métadonnées enrichies, etc. Donc, des articles avec texte, vidéo, photo, vidéo. D'accord. Rudy. Bonsoir à tous. Même exercice. Ouais, bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Petite correction, hein, je ne représente pas nécessairement directement la géoplateforme, mais l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc l'IGN, qui a effectivement développé, je vais y revenir, une infrastructure de géodonnées qui se nomme la géoplateforme. Mais peut-être juste pour resituer qui est l'IGN, donc Institut national de l'information géographique et forestière, on est un établissement public administratif sous une double co-tutelle ministérielle. La première, ministère de la Transition écologique. Historiquement, également le ministère de l'Agriculture également, parce qu'on a aussi, j'y reviendrai, l'inventaire forestier. Et donc la construction de bases de données de l'inventaire forestier. Je trouve qu'il y a une petite nuance, c'est que là, avec les changements un peu gouvernementaux, la forêt vient d'être attachée au ministère de la Transition écologique, donc on ne sait plus trop si on a une double tutelle et une seule tutelle, mais enfin, en tout cas, c'est important de savoir... Tu essaies de nous dire que tu ne fais pas que des cartes ou... Alors, je vais y revenir après. Non, on fait surtout pas que des cartes. On produit en amont un certain nombre de bases de données de référence en matière de données géographiques. Là aussi, je vais y revenir.
Le point aussi peut-être important dans notre positionnement, c'est que l'IGN se pose en cartographe du service public. Et ça, c'est un élément important. Alors, nous, nos publics cibles ne sont pas uniquement les décideurs publics, les directions d'administration centrale, les ministères, les collectivités. Ça peut être également les chercheurs, les laboratoires, mais également les acteurs industriels. On pourra en parler également dans le réemploi et la réutilisation de nos données. Et donc, cartographe du service public, ça va être en premier lieu, nous, de constituer un certain nombre de bases de données géographiques essentielles aux porteurs de politiques publiques nationales et territoriales, que ce soit en matière de cartographie de l'artificialisation ou de l'utilisation des sols, également en termes de santé et d'évolution des forêts. Ça peut être également sur des grands projets en quelque sorte d'infrastructure et d'évolution du territoire. Et nous, on se trouve vraiment à la croisée aujourd'hui finalement d'une explosion de la production de cette donnée géographique. Jusqu'à encore très peu de temps, cette donnée, elle était très centralisée au niveau de l'IGN. Puis aujourd'hui, il y a une pluralité d'acteurs, publics comme privés, qui produisent ou coproduisent à nos côtés effectivement de la donnée géographique. Et nous, parmi les grands projets effectivement structurants au sein de l'établissement qui ont été développés au cours des dernières années, il y a notamment effectivement donc ce projet de géoplateforme qui est donc un projet d'infrastructure de référence en matière de données géographiques sur lesquelles on héberge un certain nombre de données que l'on produit, mais que l'on coproduit aussi avec un certain nombre de partenaires. Donc bien entendu, l'IGN va conventionner avec un certain nombre de grands partenaires publics, nos ministères de tutelle, mais pas que, également d'autres directions d'administration centrale, pour pouvoir y héberger un certain nombre de données et pouvoir donner toute une kyrielle de services aux utilisateurs finaux, puisque l'importance de cette donnée géographique hébergée sur cette plateforme, c'est pas uniquement la donnée en tant que telle, c'est également de pouvoir accéder à de l'hébergement, à du requêtage, à de la puissance de calcul, à toute une série de services associés. Je ne vais pas trop loin, mais j'en reparlerai un peu plus tard, puisque la question des usages me semble tout aussi importante que la question des données. Absolument. Sébastien, on parle d'agriculture. Alors, bonjour, Sébastien Picarda. Vous le voyez, je ne suis pas sur l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Mais je serai un peu l'ovni de cette plateforme, puisque je suis ancien directeur général d'AgDateHub, plateforme d'intermédiation de données du secteur agricole, l'un des premiers projets labellisés par Cap Digital sur cette thématique des infrastructures de partage de données, et qui, depuis décembre, a cessé son activité. Et j'y reviendrai. L'objectif des interventions, c'est de vous faire un retour d'expérience pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans le secteur, on va dire, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et plus largement des infrastructures de partage de données. J'ai eu la chance aussi de contribuer au rapport coordonné par Laura Le Tourneau sur les infrastructures publiques de partage de données, auquel je pense que certains ont également participé, pour démontrer comment le privé et le public doivent échanger ou collaborer sur ces secteurs-là. Donc pour répondre à votre question, l'origine du secteur agricole était de mettre en place, à la demande du ministère de l'Agriculture et des organisations professionnelles, une plateforme qui permette de mettre à disposition dans un premier temps des données open data issues de la recherche appliquée pour développer l'innovation et accompagner les agriculteurs dans la transition écologique, mais plus largement de pouvoir sécuriser le revenu des agriculteurs qui génèrent de la donnée. Quel type de données? Les données de sol, les données météo, leurs tracteurs, leurs moissonneuses-batteuses, certaines moissonneuses-batteuses américaines d'une certaine marque qui va aux États-Unis et qui font remonter l'ensemble des données qui permettent à des acteurs américains et négociants américains de connaître la valeur et de prédire la valeur de la donnée, ce qui impacte directement le revenu des agriculteurs français ou de l'éleveur de Corrèze. On était encore sur des thématiques de ce type-là il y a 5 ans, mais on se rend compte que c'est une réalité. Bref, un ensemble de données publiques, privées, qui mélangent en termes d'usage, eh bien, du pilotage des politiques publiques avec les ministères de tutelle, les agences locales, les collectivités territoriales d'une part, mais également l'ensemble des acteurs industriels qui créent de la valeur en collectant de la donnée auprès des agriculteurs pour pouvoir calculer leur crédit carbone, développer de la segmentation produit en termes de RSE et, in fine, développer une valeur dans la filière de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Merci Sébastien. Et évidemment, tu vas avoir un rôle très important parce que l'une des questions qu'on se pose, c'est quel est le degré de maturité des marchés de data. Donc, moi, j'ai vu, en tout cas, en théorie,
la présentation de tout ce que tu viens de nous dire et le fait qu'il puisse y avoir un échec au bout, ça m'interroge sur les questions de maturité, de savoir s'il y a une demande ou est-ce qu'on est en avance de phase sur ces questions-là malgré tout ce qu'on dit. Il n'y a pas mon prénom, c'est pour ça. Non, 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 je l'ai. Maxime, pardon, Maxime. C'est toi qui arrives en dernier. Maxime Siré. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour l'invitation. Transport. Maxime Siré, en effet, donc, du ministère des Transports. Moi, je viens du monde du transport à la base et je rejoins progressivement le monde de la data. D'abord dans le privé, pour le compte de Google Maps. Et ensuite, j'ai rejoint le ministère des Transports à la rentrée. Donc, ça fait 4 mois. Et je gère un produit numérique qui s'appelle transport.data.gouv.fr, autrement appelé le point d'accès national, qui a pour vocation en fait, à une plateforme open data qui recense toute l'offre de transport d'information voyageurs en France. Donc c'est l'offre de transport qui peut être le bus, le métro, le tramway, le covoiturage, l'autopartage, les vélos libre-service, les bornes de recharge, tout ce qui a attrait en fait, à la mobilité des personnes et qui incite in fine à un report modal et à une décarbonation de nos mobilités. Donc la plateforme elle est numérique, hein, c'est initialement incubée chez BetaGouv, donc beta.gouv en 2017, et elle a été pérennisée donc, en 2021 après 4 ans d'accélération. Le produit a été validé et il a été transféré au ministère des Transports. Donc, ça fait 3 ans que le produit est maintenant au sein de la DGITM. Donc les données qu'on gère au PAN, donc ces données qui sont principalement d'infrastructures publiques, donc d'opérateurs d'autotransport historiques comme par exemple Keolis, ça vous parle, RATP, Transdev et également des opérateurs de vélo, de covoiturage. On est sur des données dynamiques et statiques, on a les deux. Et nos interlocuteurs, d'un côté on a les producteurs de données et de l'autre côté on a ce qu'on appelle nous les réutilisateurs. Ça va être soit un très gros comme Google, Apple, qui ont leur application d'itinéraire et qui vont aller récupérer les données chez nous pour que vous, quand vous vous déplacez, vous ayez l'information en temps réel, StiMapper à Paris et autres. Ça peut être l'étudiant qui fait un projet de recherche et qui va savoir combien il y a de bornes de recharge dans la région Île-de-France et qui veut les cartographier. Ça peut être une TPE-PME qui répond à un appel d'offres sur une collectivité et qui veut faire une analyse du territoire. Donc c'est assez varié. Donc on va du les radars sur les autoroutes, c'est vous? Comment? Les radars sur les autoroutes? Non, c'est mes collègues. Voilà pour l'introduction. Merci, merci Maxime. Je vais poser tout de suite une première question, parce qu'on parle de data. On pourrait parler de data il y a 30 ans aussi. Et par exemple, Carole, tu vas commencer. La manière dont tu décris le travail que tu es en train de faire, moi, comme journaliste, ça me parle, mais je me dis, c'est ce qu'a toujours fait l'AFP, hein, produire des articles, ils sont dans une base de données, ils ont des clients qui s'abonnent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi et comment le projet est conçu comme une plateforme, et pas la notion de plateforme qui implique, alors c'est ça que je voudrais savoir, qui implique peut-être de l'automatisation, qui implique une industrialisation, qui implique, je ne sais pas, mais la manière, encore une fois, de dire on produit du fact-checking sous forme d'articles, etc. Là, comme ça, je me dis, mais c'est ce que fait l'AFP, font des articles, c'est des articles un peu différents des autres. Je m'abonne, je les reçois. En quoi tu caractériserais ça comme une plateforme? Et du coup, le fait que c'est un projet distinct de tout ce que fait l'AFP par ailleurs. C'est pas une question piège. Non, non, mais en fait, il ne s'agit pas que de l'AFP, ce projet. C'est un projet qui vise justement à passer une étape supérieure dans ce qui est le virage numérique, parce que toutes les organisations ne l'ont pas pris de la même manière. Le tissu des médias aujourd'hui, si je m'en tiens uniquement à la presse, je pense que c'est assez caractéristique de l'Europe en général. C'est beaucoup de PME, c'est beaucoup de TI. Ce ne sont pas des grands groupes. Donc en fait, l'idée de ce projet, c'est de permettre à pas uniquement des gros du secteur, parce que l'AFP, de fait, ça va, je veux dire, on a aussi une force de frappe qui nous permet de négocier certains partenariats, etc. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les organisations. Et là, c'est aussi de faire comprendre,
de faciliter ce tournant vers la data et comment trouver de la valeur à travers nos données, parce que je pense que beaucoup d'organisations de médias ne réalisent pas la valeur que peuvent avoir ces données. Donc, et je crois que d'ailleurs dans la presse spécialisée, effectivement, ça vaut de l'or parce que c'est de l'information vérifiée qui est de qualité. Avec une forte granularité, ouais. j'imagine. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Ouais. Toi, tu es en train de dire il y a des clients très pointus ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, peut-être un sujet de la plateforme, c'est qu'on ne connaît pas les clients qui vont se brancher dessus. Ils ont des besoins ultra spécifiques en région, en base Bavière. Donc par définition, je dois avoir une base de données structurée de telle manière à couvrir un ensemble de besoins qui va vers cette granularité. Et l'idée, c'est ce que le président du GF2I soulignait, la difficulté aussi, c'est de trouver ce public qui va réutiliser nos données. Ça, c'est à ça aussi que sert ce projet, c'est à se poser, à se fédérer. Et attention, ce n'est pas une plateforme, parce que justement l'architecture technique, et je ne me lancerai pas dans le débat parce que pour le coup j'ai vraiment une vision ni métier. Ni technique ni juridique ce soir. Voilà, donc c'est une architecture décentralisée. Donc chacun restera maître de ses données. Alors de l'extérieur pour l'utilisateur, ok, sera un site internet pour l'utilisateur, mais derrière, je veux dire, la mécanique, c'est une architecture décentralisée. Et donc, c'est faciliter en fait ces échanges de données entre des organisations qui sont très différentes, parce que l'idée aussi, c'est, je pense qu'on peut intéresser d'autres secteurs que celui des médias. D'où, alors même si c'est très à la mode, l'interopérabilité, enfin, je veux dire, il y a des choses, il y a des passerelles qui sont possibles, par exemple, avec le secteur des transports, et je pense aussi à la radio embarquée. Donc, il y a des choses, des contenus, et cette fois-ci du son, parce qu'on a parlé du texte, de la vidéo, de l'image, mais il y a du son. Et d'ailleurs, il y a un data space audio que l'AFP aussi coordonne. Et donc là, l'idée, c'est aussi de monétiser des podcasts. Donc voilà, tous ces écosystèmes. Pour des acteurs qui n'auraient paradoxalement pas accès forcément à un marché international ou hyper local, c'est un peu paradoxal. Et c'est offrir aussi de plus d'opportunités. Vraiment, ce projet, c'est conçu comme, du moins, on fait en sorte de le concevoir comme un facilitateur et un outil pour l'ensemble du secteur des médias. Voilà. Donc pour l'instant, on est encore à un stade embryonnaire. On n'est pas, pour savoir qui va nous utiliser. Justement, c'est là qu'on a une réflexion intéressante entre personnes métiers comme moi et des techs qui, eux, pensent différemment. Parce que moi je suis dans un environnement presse avec mes préjugés de presse, on est un secteur assez sinistré quand même, il faut le dire, c'est compliqué au niveau économique. Donc voilà, du coup on a ces réflexes-là, alors que quand tous les patrons de syndicats là, je te rappelle. Alors que quand je discute avec des personnes qui viennent de la tech, ils me disent mais non, tu peux faire ça, tu peux imaginer ça, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de voir que en fait, nos données, oui, elles ont de la valeur. Donc ça nous aide à reprendre confiance aussi. Donc toi, tu as accepté depuis longtemps qu'un article, c'est une donnée, c'est une data. C'est un concept que tu as intégré. Je ne me lancerai pas dans ce débat. D'accord. Rudy, et les autres, ceux qui veulent répondre sur la question un peu de la plateformisation, c'est-à-dire entre le métier, un peu d'artisan, le savoir-faire, au départ qui est spécifique, la capacité de collecter, mais le fait de changer de dimension avec une notion de plateforme. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Rudy ? À l'échelle de l'hygiène, avec la géoplateforme, il y avait différents enjeux. Un des maîtres mots, ça a été dit, c'est d'accompagner les réutilisations, de faciliter les réutilisations. Et c'est vrai que l'approche un peu disséminée des bases de données, et d'ailleurs c'est tout l'effort qui a été fait avec des transports.data.gouv, là je sais qu'il y a aussi un mouvement autour de écologie.data.gouv, ça va être à un moment donné de rendre lisible, accessible des bases de données. Donc ça c'est le premier niveau, c'est d'essayer de centraliser. Après, la notion de plateforme, de mon point de vue, c'est pas uniquement centraliser des bases de données,
c'est l'accompagner d'une série de services. Et la série de services, elle est importante parce que, je le disais tout à l'heure un peu en introduction, mais finalement la valeur de la donnée ne réside pas que dans la donnée elle-même, mais dans les différents usages. Et nous, cette notion de plateforme, elle nous permettait donc de centraliser, d'être aussi parfois dans une logique de coproduction ou finalement de co-enrichissement de cette plateforme de données. Je le disais tout à l'heure, l'IGN n'est pas le seul acteur à produire de la donnée géographique, donc avec des partenaires publics, l'idée c'est aussi de pouvoir créer une plateforme de référence sur laquelle on centralise un certain nombre de géodonnées qui sont construites certes par l'IGN, mais également par un certain nombre de partenaires publics. Donc ça, c'est Donc tu les crées sur demande. Et alors, par contre, la vraie spécificité, c'est que vous les partagez après. Pas que sur demande. C'est-à-dire qu'à l'IGN, nous, on a ce qu'on appelle des activités socles. Un certain nombre de bases de données doivent être produites, entretenues, mises à jour chaque année par nos équipes et par nos agents. Et puis après, effectivement, en fonction de besoins de politique publique, avec des ministères ou des directions d'administration centrale, il peut y avoir des commandes complémentaires pour de la production de bases de données qui peuvent aussi se retrouver sur les géoplateformes. Mais aussi, on peut héberger un certain nombre de données géographiques qui ne sont pas produites par l'IGN, mais qui peuvent être par des partenaires publics, hébergées aussi sur cette plateforme, permettant in fine aux réutilisateurs finaux de pouvoir avoir accès à une diversité de bases de données, qu'elles émanent de l'IGN ou d'autres acteurs. En fait, finalement, ça intéresse peu l'utilisateur final. L'objectif, c'est d'accéder au plus de bases de données possible pour sa propre activité. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu quand même côté IGN, puisque un des enjeux de cette soirée, c'est notamment l'action des modèles économiques et comment nous, on entretient une infrastructure comme celle-ci. Ça a un coût pour un établissement comme l'IGN. Et l'idée aussi pour nous, c'est d'être en capacité à un moment donné de pouvoir mutualiser justement une infrastructure de référence sur la géodonnée. Et donc, en fonction de l'accès à certains services additionnels, donc si un certain nombre de partenaires veulent héberger des données, on va dire, plus volumineuses ou plus massives, eh ben, justement, on va contribuer à l'effort collectif. Et là, il y a un modèle économique qui se crée sur notre plateforme parce que celui ou celle qui veut héberger un peu plus de données paye un peu plus cher. Puis ensuite, il y a aussi des services, comme je le disais tout à l'heure, de requêtage, d'accès à toute une série de services additionnels qui viennent apporter de la valeur supplémentaire et qui nous permet, nous, IGN, aussi de trouver un modèle économique, également de recettes, pour faire en quelque sorte une balance et une bascule par rapport au coût de l'infrastructure. En fait, c'est un modèle hybride, parce que j'allais dire en t'écoutant, tu as l'air d'être quelqu'un qui a un budget infini et extraordinaire. Pas du tout. Et pas du tout, je le sais. D'où la remarque, je pense, qui est importante, c'est-à-dire que moi, quand on a préparé cette session, je te disais, mais donc en fait, tu as des demandes spécifiques, vous construisez des bases, des fois, il y a une demande qui vient à vous. C'est là qu'il peut y avoir du payant, enfin tout le monde participe au coût, donc c'est pas, vous n'êtes pas un puits sans fond de coût. En revanche, la question que je te posais, je te la repose, mais ça veut dire que tu crées des projets, ensuite tu les partages, mais il est dans quel budget la maintenance de tout ça, plus ça s'empile, ouais. Comment c'est budgété? L'ancien entrepreneur que je suis s'inquiète pour toi. Mais... Non, c'est une très très bonne question. Alors, il faut voir deux temps dans la construction de ce type de plateforme. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle le build, la construction, où effectivement on a pu obtenir un certain nombre de financements du FTAP, donc du Fonds de la transformation de l'action publique, qui a soutenu la création d'une projet de plateforme comme celle-ci et qui nous a permis de construire cette plateforme. Ensuite, il y a la question de son exploitation opérationnelle et notamment de ses coûts. Une grosse partie de l'activité de l'IGN s'appuie sur cette plateforme. Donc, dans ses coûts de fonctionnement annuels, l'IGN intègre à son budget le fait de participer justement au financement, à l'exploitation de cette plateforme. Et ensuite, nous, l'équilibre économique de cette plateforme, il se trouve dans tous les services que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on soit acteur public ou acteur privé, sur une série de services autour de cette plateforme qui va de l'hébergement à du requêtage ou autre. On va payer justement et nous, on va chercher ce modèle économique. Je vais être tout à fait sincère et franc, ce projet a seulement quelques années, il n'est clairement pas à l'équilibre aujourd'hui, mais l'idée, c'est bien entendu de tendre vers cet équilibre économique entre des recettes et des coûts liés à l'infrastructure. Merci Rudy. Ce qui n'est pas simple pour un acteur public. Nous, on reste un établissement. Je charriais, mais je comprends la complexité. Sébastien, sur la question de plateforme. Parce que toi, alors encore une fois, j'ai vu le projet, tout était bien préparé. La manière dont c'était structuré, c'était directement destiné à être une plateforme, je dirais, industrielle. Alors,
Oui et non. Déjà sur le terme plateforme, je pense que levant certaines ambiguïtés, il y a plateforme comme l'a indiqué Rudy, où on a une centralisation de la donnée, de l'hébergement et des services connexes. Moi je préfère utiliser le terme infrastructure et le prendre un parallèle par rapport à l'énergie. Vous avez le réseau de transport d'électricité, c'est un service public qui permet d'aller dans tous les territoires et acheminer de l'électricité qui est produite par des acteurs concurrentiels de type EDF, Total ou autres qui génèrent de l'énergie avec les centrales nucléaires, les barrages ou l'éolienne et qui va délivrer, ensuite ce réseau va délivrer l'électricité jusqu'au compteur Linky particulier, la PME, le grand groupe et autres. Et là, on est dans une logique d'infrastructure de transport public d'électricité, de réseau, qui permettent de mettre en relation un marché des détenteurs d'électricité, ceux qui génèrent de l'électricité, donc ceux qui génèrent de la donnée, avec ceux qui vont la réutiliser pour un processus industriel, pour pouvoir vous chauffer, pour pouvoir développer différents usages. Et là, on est dans l'usage de la donnée. Et il est très important d'avoir en tête que ces deux couches doivent être très complémentaires avec une infrastructure de mise en relation technologique, mais également juridique, avec, Denis l'a rappelé, la diversité des données à caractère personnel, non personnel, sensible, qui nécessite une granularité sur le volet juridique, et également le contrat commercial qui lie détenteurs et utilisateurs. On peut parler du volet open data avec les licences Creative Commons, mais aussi des contrats très spécifiques qui permettent de mettre en relation des acteurs qui permettent de générer du revenu et du chiffre d'affaires. Et donc, à partir du moment, et c'est là où on peut dire qu'on est en décalage, mais en complémentarité avec ce qu'a dit Rudy, et peut-être Maxime en parlera aussi sur le ministère des Transports, on doit, et la question, et là nous n'avons pas réussi à le démontrer, c'est l'acteur tiers de confiance d'intermédiation de données qui est prévu dans le cadre du Data Governance Act et qui est un acteur, une nouveauté, une création juridique ex ante qui permet de dire, eh bien, il est important pour éviter d'avoir une captation de la valeur par des grands acteurs, notamment américains, qui intègrent la filière de la collecte, du stockage, du traitement de la donnée, de saucissonner les activités et de créer cette activité d'intermédiation, d'échange de données qui permettent d'éviter que finalement on dise que la donnée peut être chez un hyperscaler et l'hyperscaler développe tous les services qui vont autour et capte toute la valeur ajoutée de la donnée. Et donc on est dans ces éléments-là. Pour répondre à ta question, et je laisserai Maxime continuer, aujourd'hui on était en avance de phase, le marché est là, je vous rassure, il y a un vrai marché. La question c'est, est-ce que la logique européenne d'intermédiation, de mise en relation et d'interconnexion de l'ensemble des acteurs est possible? Mais là, ça pourra nous mener très loin. Alors, garde le micro, parce que quand même la question, je vais anticiper sur la question après, que je voulais donner après. Quand tu as décrit de manière théorique le projet, tu as donné le type de data, comment vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y avait une demande? Est-ce que vous avez réfléchi en termes de data par rapport à une demande qui était exprimée d'une manière ou d'une autre par le marché? Alors, tu demandes à un agriculteur de parler data, il dit non, mais je vais te parler de mon champ, de la météo, de ce que fait le voisin, et du prix des matières premières, etc. Mais quand on commence derrière à regarder concrètement, mais en fait, ton revenu, alors tu vends du blé, tu vends du lait, tu vends de la viande, mais à chaque fois, il a une démarche qualité, il a une démarche de certification, il a une démarche de crédit carbone, et tous ces éléments-là qui vont en plus, en sus du prix de la matière première, c'est de la donnée. Je prends le crédit carbone très concret. Aujourd'hui, un agriculteur qui fait du colza bas carbone pour permettre à votre voiture de rouler au biodiesel ou au bioéthanol permet d'avoir un revenu complémentaire de 40 à 50 € la tonne en plus. Et ça, c'est toi. Ma question, c'est entre le calcul que toi tu fais, tu anticipes qu'il y a un marché, et le fait que vous avez identifié ou non qu'il y a une demande. Oui. Est-ce que finalement ce qu'on appelle une étude de marché, est-ce que ça a été fait avant? Parce que quand même la question d'être en avance de phase, c'est ça. Hein. En fait, non, très clairement, non. La question c'est, on se substitue à un processus existant avant toutes ces informations. C'était sur du papier.
Tu prends ton crayon et tu donnes ton papier. Donc on a hypothèse. déjà une hypothèse de transformation et de digitalisation des processus pour pouvoir gagner du temps. D'accord, l'agriculteur, il préfère être sur son tracteur et aller sur l'expertise en terrain plutôt que de passer son temps à ressaisir de la donnée qui est elle-même déjà générée par son tracteur, son robot de traite ou sa station météo, d'accord, plutôt que de passer 1 heure le soir entre 23h et minuit sur son exploitation. Donc déjà, on est en simplification administrative, on est en gain de temps, en efficacité, et derrière le bonus, pour que ça marche, c'est un chiffre d'affaires en plus. Et donc quand tu fais plus de chiffre d'affaires, tu utilises moins d'intrants, donc moins de charges, et que tu simplifies ta vie, tu gagnes du revenu. Donc c'est ça qui marche. Là, tu es en train de pitcher commercialement, mais la question, c'est de savoir qui est prêt à payer. Mais tu es en train de pitcher, là, tu es en train de dire mais ça a du sens de faire ce que je fais. Voilà, c'est la réalité. Le seul problème, et puis je vais vraiment laisser Maxime, parce que sinon je peux parler longtemps, on avait des acteurs en place qui avaient déjà identifié une stratégie industrielle de captation de la valeur. Je prends des grands constructeurs de tracteurs ou de robots de traite, des grands agro-industriels, notamment allemands, certains grands acteurs industriels privés qui n'ont pas intérêt à voir leur information ou l'information de leurs adhérents, éleveurs ou autres circuler. Parce qu'on a géré en fait le fond de la question. On a un marché asymétrique entre 10 millions d'exploitations agricoles et un oligopole de 4 à 5 acteurs industriels dans différents secteurs. Et le vrai sujet, il est là. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déloquer un marché? C'est parce qu'on va à l'encontre de systèmes existants. Et avant de créer un nouveau marché, analysons le marché. Et je pense que vous avez dans chacun de vos secteurs, notamment dans la presse, certains gros acteurs qui captent de la valeur. Et le vrai enjeu, notamment avec la réglementation américaine, excusez-moi du lapsus, européenne, est de pouvoir créer cet espace européen de données sectorielles avec les data space. Et je Maxime, même question sur les plateformes. Vas-y, après on discutera un peu d'IA, parce qu'il reste 10 minutes. Oui, je vais faire vite, et ça tombe bien parce que Rudy et Sébastien ont déjà parlé un petit peu de ce que j'allais dire, donc je vais essayer d'être assez concis. Mais le lien avec Rudy, c'est que nous, la seule différence qu'on a avec vous, on est quand même très proche, c'est que nous, on ne produit pas des données directement. L'État, au sens propre, DGTN n'exploite pas des bus ou des métros. Par contre, nous, on a été créé en tant que plateforme, c'est pour faciliter la collecte des données au niveau étatique, donc remonter la donnée, pour après aller chercher derrière des réutilisateurs et donc de l'impact. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent plus la voiture partagée, le bus, le métro, etc. Et donc pour ça, il faut qu'on ait des données qui soient accessibles et centralisées. Aujourd'hui, sinon, avant que le PAN, donc le PAN c'est le point d'accès national, existe, les données étaient disponibles chez un opérateur privé, il a partagé ou pas, elle était disponible sur un open data de la métropole, mais si on voulait une donnée agrégée au niveau national, il fallait faire tous les open data de toutes les métropoles et peut-être même qu'on n'avait pas toutes les données, ou alors que sur le transport en commun, mais pas sur le vélo ou le covoiturage. Donc le but c'est ça. Donc pourquoi on se passe en plateforme? C'est parce qu'on veut avoir une donnée qui soit centralisée et avec un tampon aussi Marianne, ça marche bien. Et certifié. Certifié, voilà, exactement. Et là où on se rejoint avec Rudy, c'est que nous aussi on fournit des services additionnels pour garantir une donnée qui soit fiabilisée, de qualité. Denis en parlait tout à l'heure, c'est hyper important pour nous aussi. Par contre, nous, et là je pense qu'on pourra parler après, c'est que nous on n'a pas encore le modèle économique. En tout cas, on ne fait pas financer les services additionnels, mais on y pense beaucoup. On a des sujets aujourd'hui de financement, vous le savez tous, je pense, assez importants. Mais bon, c'est pas le sujet. Et, enfin, on peut en parler, on va pas résoudre la question maintenant. Voilà. Donc voilà pour la partie plateforme. Alors, voilà, parce que tu dis ça, parce que aussi c'est un accès. Le but, c'est un accès gratuit. Un accès évidemment gratuit. Les données sont en open data. Par contre, elles sont assimilées à une licence particulière. Chaque donnée a une typologie de licence qui est de la responsabilité du producteur, mais avec un lien derrière juridique. Je rappelle juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais que Transport Data Gouv est à la base issu d'une réglementation européenne. Donc on est inscrit dans la loi française aujourd'hui, donc on a pour vocation, tous les producteurs de données en France doivent publier leurs données sur Transport Data Gouv, c'est une obligation légale. Ils doivent aussi respecter un standard particulier de données, un niveau de qualité, et après charge à nous de le centraliser et de le redispatcher auprès de plusieurs typologies d'acteurs
réutilisateur de la donnée. Avant de parler de l'IA, j'ai une petite question pour toi, même si je sais que sur la question de la gratuité, tu peux rien faire, et comme tu viens de le dire, c'est la loi. Mais c'est une réflexion qui remonte à quelques années. Je sais que vous avez traité ici la question des smart cities dans les précédents Business Day. Moi, j'ai créé et dirigé un site qui s'appelait Smart Planet, qui traitait de ça, et ça remonte à quelques années. Et il y avait une conférence avec des élus municipaux sur ce sujet-là. Et j'ai un souvenir, je crois que c'était un conseiller municipal de la ville de Rennes en charge des transports, qui avait fait des remarques intéressantes à l'époque, puisque c'était le début. On commençait à mettre de la data. Alors c'était, alors toi tu ironisais, Denis, sur les heures d'ouverture des piscines, mais si tu étais élu municipal, tu rigolerais pas du tout. En l'occurrence, la ville de Rennes s'était dit, on va ouvrir toutes les données de la municipalité pour permettre l'éclosion d'un marché d'applis mobiles, etc. On va laisser les développeurs inventer des choses. Alors évidemment, tout le monde, ah, super, quelle bonne idée. Et on le recevait dans une conférence avec beaucoup de retard, enfin 2 ans après l'expérimentation. Et sa conclusion, c'est qu'il ne fallait pas que les données soient gratuites, parce qu'ils avaient subi, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, ça remonte quand même à quelques années, mais la conséquence, c'est qu'il y avait une prolifération d'applications, etc., qui avait brouillé le marché. Et les 3/4 n'étaient pas mises, il n'y avait pas de maintenance, il n'y avait pas de suivi, parce que tout le monde pouvait lancer son appli parce que les données étaient gratuites. Puis après, c'était finalement la foire d'empoigne et il n'y avait pas de modèle économique, ce qui veut dire que c'était très déceptif parce que les utilisateurs, eux, téléchargeaient des applis qui étaient plus mises à jour. Alors ça a l'air d'une anecdote comme ça, mais ça m'avait frappé de ce qui était à l'époque vécu, que la gratuité des données allait ouvrir un marché aux développeurs, ça paraissait une bonne idée. Et finalement, le gars qui l'avait initié, il était là pour nous calmer. Qu'est-ce que tu penses de ça, même si, encore une fois, tu peux pas modifier ton modèle, mais ça m'avait frappé, cette expérience. Non, c'est un bon retour d'expérience. Pour notre cas très concret des transports, les données, comme je l'ai dit, elles sont fiabilisées. Nous, en fait, en tant que plateforme d'État numérique, on a pour vocation à garantir à ceux qui viennent chez nous les récupérer que les données vont être à jour, de qualité, qu'elles ne vont pas périmer dans une semaine, qu'elles vont respecter un standard de données qui soit interopérable et qui va pouvoir être utilisé par d'autres applications. Donc si quelqu'un vient chez nous qui prend les données, en théorie, elles sont de qualité et elles ont le label, entre guillemets... Tu as 2 doigts de dire ça se paye. Ça se vend. Ça devrait se vendre. Mais voilà, en tout cas, on fait un service exprès pour ça. Et après, si le producteur ne remplit pas son rôle derrière, nous d'ailleurs, on a une instance qui s'appelle l'ART, qui est l'autorité de régulation des transports, c'est un peu le policier des transports, qui lui a pour vocation à respecter la loi. Et donc si un producteur, par exemple Rennes, nous envoie les données du réseau de métro de Rennes et que les données soient périmées depuis 3 mois, eh ben, nous on va l'appeler, on va dire bon, ben voilà, il faut mettre à jour. Et si à un moment donné ils ne font pas leur travail, ben, il y aura derrière des sanctions. Donc ils ont intérêt à respecter leur engagement, et c'est pour le bien derrière de leurs habitants, parce qu'après ils savent que les données qui sont sur Transport-à-Go vont être utilisées par plein d'applications mobiles, et après le citoyen, lui, il va se déplacer grâce à ça. Ma remarque, c'était juste que la gratuité n'engendre pas nécessairement des résultats qu'on a anticipés en termes de data, malgré la bonne volonté de tout le monde, vous l'avez compris. L'IA, on va mordre de 5 minutes sur la prochaine session, c'est pas grave. Juste sur l'IA, est-ce que là, en 2025-24, vous voyez déjà des choses il y a un impact sur votre activité, sur la demande? Quel est un peu l'état des lieux que vous faites là-dessus? Honnêtement, très peu aujourd'hui. Honnêtement. En tout cas, évidemment, l'IA, on l'utilise au quotidien pour des petites choses, une simplification de nos réponses à nos partenaires, simplifier des process, une review de code pour nos développeurs, des choses comme ça. Mais des besoins très forts au niveau de l'industrie, en tout cas pour notre besoin particulier, on n'en a pas vraiment encore aujourd'hui. Mais par contre, c'est une demande interne, et on s'y intéresse évidemment parce qu'on ne veut pas non plus rater la vague et arriver après dans 3 ans et avoir rien fait. Donc on s'y intéresse, mais aujourd'hui, pour être franc, on n'a pas vraiment identifié de cas précis sur l'IA, sur la data transport au centre de Transport-à-Go qui vaille la peine d'être étudié plus profondément encore. Vous n'êtes pas contacté spécifiquement pour ça, mais en même temps, les gens qui utilisent la donnée, vous ne savez pas ce qu'ils en font. Non, en fait, ça c'est on ne l'a pas encore évoqué, mais on n'a peut-être pas le temps. Mais c'est vrai, un vrai sujet de l'open data, c'est que nous, on ne sait pas tout le temps qui vient chez nous utiliser la donnée. En fait, vous pouvez venir, vous, télécharger le jeu de données
Clermont-Ferrand et vous repartez, et ben, moi je ne le serai pas forcément. Sauf si on vous demande une authentification avec une clé API, des choses comme ça. Mais ce n'est pas pour l'instant le modèle tel qu'il a été créé. Personnellement, j'ai envie quand même de tendre vers ça, en tout cas de faire des services, parce que c'est un vrai frein pour connaître nos utilisateurs et donc connaître notre impact, aussi pour mieux se vendre derrière. Donc là-dessus, et peut-être qu'en faisant ça, on aura du coup connaissance de besoins liés à l'IA. Mais aujourd'hui, vous me demandez la liste de tous mes réutilisateurs, je peux vous en sortir peut-être 30-40%. Et je ne sais pas. Carole, sur l'IA. Alors, toi, tu n'es pas encore sur le marché, mais qu'est-ce que tu vois arriver? Est-ce que c'est une discussion? Merci, je parle du projet. Ah bah oui, c'est plus qu'une discussion, c'est une réalité pour nous, parce que surtout l'IA, nous, dans le secteur de la presse, de l'audiovisuel, on voit surtout les dégâts avec la propagation, la prolifération démultipliée de deepfake, de fake news et tout ça, c'est désastreux pour nous. Donc, mais à la fois l'IA, pour nous, c'est à la fois une menace, mais c'est aussi une opportunité, parce que derrière, on peut très bien... je veux dire, c'est un outil, et c'est la finalité qui compte en fait. Donc aujourd'hui, on est dans... là, je parle de ONS et l'AFP impliqués dans différents projets aussi de recherche-innovation pour utiliser l'IA pour donc justement... Là, dans le circuit de production. Voilà, pour nous aider soit dans la démodération, mais aussi pour nous aider pour identifier en fait les sources, pour voir si les vidéos sont générées par l'IA ou pas. Les métadonnées, j'imagine. Ouais. Oui. Donc du coup, c'est à la fois c'est très contrasté, c'est à la fois sur la relation avec les plateformes. Je suis obligé de te poser la question puisqu'il y a eu des annonces brutales il y a peu de temps sur le fait que tout d'un coup toutes les plateformes disent nous le fact-checking on veut plus le faire et donc on arrête tous les contrats avec nos prestataires. Toutes les plateformes, non. Alors qu'est-ce qui reste de mémoire? Si, après il y a... Enfin, alors TikTok aujourd'hui, étrangement, je veux dire... continue. L'annonce de Zuckerberg, c'est les États-Unis. Absolument. Donc c'est pas encore l'Europe, même si c'est un très très mauvais signal pour nous. D'où l'importance renouvelée d'un projet comme celui de Thames, parce que dans Thames, c'est Trusted European. Et c'est la zone européenne. Enfin, voilà. Les discussions commencent pour ne plus utiliser le fact-checking. En tout cas, c'est quand même ce qui est sorti. On est d'accord, la décision concerne les États-Unis, mais les discussions sont ouvertes, si j'ai bien compris, en Europe, pour essayer de trouver des alternatives. De toute façon, nous aussi, on cherche en fait ces alternatives. Donc en fait, moi, j'espère, je veux rester optimiste sur le fait que l'Europe peut décider aussi, mais à savoir si elle aura la volonté politique aussi de le faire, de préserver ce bien différent qu'est l'information, parce que c'est pas un bien de consommation comme un autre. Donc, oui, parce que là, on est dans un cas où la régulation crée le marché à cause de l'obligation d'avoir du fact-checking dans les tuyaux. Finalement, on va dire ça comme ça. Absolument. Mais après, nous aussi, par exemple, ce que tu disais, alors Maxime. Pardon, sur qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas comment sont utilisées nos données. Nous, en revanche, nos données, on sélectionne, quoi. Je veux dire, on est maître de nos données et c'est justement une des grandes batailles aussi de Thames, en fait, c'est vraiment de préserver la propriété intellectuelle pour tout le secteur de la création et des médias. Pour nous, c'est vital, ça. Merci, Carole. Rudy, un mot sur l'IA? Très rapidement, parce que je sais que le temps est compté. Oui, 3 minutes. 2 illustrations sur l'IA à l'IGN, alors notamment sur l'intégration dans nos process, mais aussi des perspectives de marché. J'expliquais tout à l'heure que l'IGN était cartographe du service public. Un des objectifs qu'on se fixe aussi, c'est de cartographier les effets du dérèglement climatique sur le territoire. Et ça, c'est un élément clé. Du coup, un exemple concret, les politiques publiques de zéro artificialisation nette
on a intégré, nous on a recruté assez massivement des data scientists et des experts IA pour, on va dire, automatiser nos process de production de la base occupation du sol à grande échelle. Et donc ça nous a permis des gains de temps assez monumentaux d'intégrer justement l'IA. D'ailleurs, un petit clin d'œil et vraiment un coucou aux équipes IA qui ont aussi ouvert en fait ce challenge à travers un challenge qu'on appelle le challenge Flare, qui a permis en fait à des acteurs, y compris des acteurs privés, de venir s'emparer assez librement de nos jeux de données, de nos algorithmes aussi en mode ouvert pour venir les améliorer et nous permettre collectivement d'améliorer nos modèles. Donc ça c'est vraiment dans... Donc ça c'est aussi dans la chaîne de production. Dans la chaîne de production donc de l'occupation du sol à grande échelle. Et puis sur les perspectives de marché, peut-être un projet, puisque Maxime marquait bien la nuance tout à l'heure entre plateforme et infrastructure. On travaille actuellement à l'IGN avec le CEREMA, l'INRIA, mais aussi un consortium de partenaires publics-privés, dont fait partie Cap Digital d'ailleurs, sur un grand projet d'infrastructure socle pour la création de jumeaux numériques, notamment des territoires, de la France et des territoires. Et donc là, on parle d'infrastructure. Et en termes d'IA, pour nous, la simulation, elle est importante. Peut-être juste en quelques mots, des jumeaux numériques, quel est l'intérêt? C'est d'essayer de modéliser et de représenter en 3D la cartographie des territoires, permettant notamment de jouer sur des sujets comme l'aménagement du territoire, les grands projets d'infrastructure, l'accès à la ressource eau, à l'énergie, les grands enjeux aussi agricoles, d'accéder finalement à une infrastructure de données et de services qui à terme va permettre de faire tourner de l'IA et modéliser un certain nombre de scénarios justement d'adaptation ou d'adaptabilité, que ce soit de territoire, voire même d'activité économique et commerciale. Donc ça c'est actif ou c'est un horizon? Alors c'est en cours de montage de projet. On sollicite notamment un financement côté secrétariat général pour l'investissement, pardon. Donc c'est en cours d'étude, mais c'est un projet qu'on souhaite démarrer dès 2025 dans une logique de co-construction publique-privée, y compris avec des acteurs industriels, parce que, et Maxime, j'aimerais vraiment, au-delà de cette table ronde qu'on puisse prolonger, parce que j'ai beaucoup de considération et d'admiration pour le projet avec Data Hub, et je trouve que, y compris quand des projets, et désolé de le dire ainsi, échouent, on apprend beaucoup des raisons pour lesquelles parfois les projets n'ont pas atterri, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre du projet porté par Maxime. On conclut là-dessus, et en un mot, quel est par rapport à vos expériences, Sébastien, tu vas commencer, vos expériences vécues, quel est le principal frein que vous avez rencontré dans votre activité? Ça peut être un frein de marché, mais autre chose. Enfin, c'est le cœur du sujet, c'est l'accessibilité des données. Que ce soit IA ou autre, le point essentiel, c'est où sont les données, qui les génère, selon quelle qualité, pour quel usage. Là, je parle des freins pour toi, enfin pour le projet, c'est-à-dire dans la mise en place du projet. Parce que si tu dis c'est l'accès aux données, c'est que tu n'avais pas accès aux données. Mais oui, c'est une réticence des acteurs publics et privés de pouvoir partager leurs données avec l'ensemble de questions juridiques, techniques, etc. Chacun pour des éléments différents. Et aussi bien côté des différents ministères, parce qu'il faut mobiliser des services, comme vous l'avez tous dit, pour faire des data products qui vont bien avec des gens qui soient motivés pour pouvoir le faire, mais également des acteurs économiques privés qui ne veulent pas ouvrir leurs données parce qu'ils ont un avantage concurrentiel à conserver cette donnée pour créer de la valeur, pour pouvoir avoir un élément différenciant sur le produit final et pour le consommateur final. Et donc le principal enjeu, il est là. Après, tout le reste, c'est de l'ingénierie projet, technique, juridique, économique, et il faut juste se poser honnêtement les questions et après, derrière, faire le boulot d'ingénieur ou de commerce. Le juridique n'est pas un frein. Si, c'est un frein, mais ça reste qu'un outil. D'accord. C'est-à-dire, tout dépend comment tu poses la question. Maxime, allez, en un mot, les freins, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme frein au marché? C'est un peu la même chose que Sébastien pour le coup. C'est vraiment l'accès aux données. Et je rajouterais un peu plus l'accès aux données de qualité. C'est hyper important parce que, en fait, nous, les données, souvent, on les a parce que les producteurs sont obligés de les envoyer. Par contre, des fois, ils envoient n'importe quoi. Ou alors c'est illisible, et là derrière il faut travailler avec eux sur comment faire en sorte que ces données-là soient de qualité pour qu'elles puissent être lisibles par n'importe qui derrière. Parce que si on a des données qui ne sont pas de qualité, personne ne va les prendre, et à quoi bon? Et ça c'est vraiment important, donc c'est pour ça qu'on met l'effort là-dessus, et ça a pris beaucoup de temps, ça fait 7 ans que le produit existe, maintenant il est mature sur les transports en commun, donc maintenant les données sont de qualité, elles sont super fiables, il n'y a aucun problème. Par contre pour les nouveaux modes de transport comme le covoiturage, l'autopartage, c'est beaucoup plus récent et là-dessus on a des difficultés encore sur la qualité et aussi sur
L'accès aux données, par exemple, un exemple concret que je peux vous donner, c'est Blablacar aujourd'hui, sur le covoiturage. On n'a pas leurs données d'offres, parce que pour eux, ça serait un secret industriel, voilà, exactement. C'est un secret d'affaires. Ouais. Donc là-dessus, on travaille avec eux sur comment faire en sorte qu'ils y voient aussi leur intérêt, et également aussi avec l'aspect réglementaire. Bon, je note que si toi tu dis qu'il y a une amélioration, c'est qu'à terme il y a une question de certification quand même, parce que d'un point de vue de marché, il faudra bien garantir qu'il y a une évolution et qu'il y a une qualité qui est garantie. Rudy et Carole, même question très rapide sur la notion de frein. Quel frein tu vois toi sur ton secteur? Les freins, notamment par rapport au projet d'infrastructure socle jumeaux numériques de la France et de ses territoires, c'est comme la question que tu m'as posée tout à l'heure sur la géoplateforme, le modèle économique et sa soutenabilité entre les recettes et surtout les coûts d'une infra de ce type et de cette envergure. Et du coup, pour moi, c'est le frein aujourd'hui, c'est l'engagement des utilisateurs finaux payeurs. C'est-à-dire de se dire, on a la certitude, si on se lance dans un projet comme celui-ci, de développer une infrastructure de référence qui a un certain coût, y compris d'exploitation, et en face duquel un certain nombre d'acteurs, publics comme privés, s'engagent en matière justement d'utilisation concrète. Et du coup, nous, c'est vrai que ce qu'on travaille sur cette dimension-là, c'est pour moi vraiment une ligne de crête pas simple, c'est-à-dire, bien entendu, proposer une infrastructure d'envergure, ambitieuse, mais qui dans le même temps s'applique à traiter des cas d'usage, ce qu'on appelle nous des cas d'usage solvables, c'est-à-dire de partir de besoins publics et ou privés industriels, à partir desquels on va construire progressivement, justement, des réponses technologiques, IA ou autres, sur ce projet de jumeaux numérique, avec des besoins d'acteurs industriels ou avec des acteurs publics qui seront à la fin de la fin des co-constructeurs, co-financeurs ou potentiellement des utilisateurs payeurs. Donc, mais cette ligne de crête-là, pour moi, c'est pas nécessairement un frein, mais c'est une problématique pas simple à appréhender quand on travaille ces questions d'infrastructure de ce type. D'accord, merci Rudy. Carole, le mot de la fin, toi, un frein industriel, commercial, autre à peu près le même que Rudy, effectivement, la difficulté à identifier des utilisateurs finaux payeurs. Là, je parle pour l'information généraliste et de presse. C'est compliqué, en fait. Tout le monde s'informe, mais il y a sans doute une mauvaise habitude de la gratuité de l'information. Oui. Et là, c'est compliqué. En fait, mais là, on parle de B2B. On est sur un marché B2B. Même aussi, c'est l'utilité, en fait, pour d'autres acteurs. De se dire bon qu'est-ce que je vais en retirer, donc ça c'est un souci et aussi je dirais les soucis de concurrence, effectivement, lever des réticences par rapport à la concurrence d'autres acteurs, mais aussi des réticences et des méconnaissances liées à l'IA et au monde numérique en général, où je pense qu'il y a une grande hétérogénéité au niveau des acteurs, et donc ça peut même hors de France. Oui. D'accord. Oui, parce que c'est l'Union européenne. L'Union européenne, et c'est pareil, française. Je pense. Et puis après, un gros frein aussi réglementaire, parce que aller au niveau du respect de l'IP et aller sur la propriété intellectuelle sur toute l'Europe, sachant qu'après il y a des transpositions nationales, etc. C'est un millefeuille juridique incroyable. Voilà. D'accord. Merci pour ce premier panel. Je n'ai pas pu poser toutes les questions, mais ça, vous avez vu, ça va vite. Merci à vous. Laissez les micros sur la table. Et je vais demander aux intervenants de la seconde table ronde de venir. Est-ce qu'ils sont tous là d'abord? Oui. Thomas, Fabrice? Si, ils sont tous là, tous les quatre. Allez-y. On enchaîne directement. Merci, chers invités. Alors, même principe, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Vous avez vu, là, sur cette table ronde, l'objectif, c'est de discuter un peu plus, je dirais, macroéconomie ou marché, les problématiques de marché en général. C'est un petit peu pour faire écho à ce que les invités viennent de dire juste avant. Est-ce que vous pouvez, chacun, pareil, présenter votre activité et le type, votre rôle, parce que normalement, vous représentez des projets qui ne sont pas forcément sectoriels. Donc, présentez à la fois votre activité et le rôle de votre plateforme, on va dire, sur le marché, si c'est une plateforme. Comment vous positionnez en termes d'objectifs économiques? Qui veut commencer?
Allez, vas-y. Par le début. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Fabrice Tocco, je suis le cofondateur et le co-CEO de Dawex. Qui est une vraie plateforme pour le coup. Hein. C'est une infrastructure de circulation de la donnée. Je ne sais pas pourquoi personne ne veut utiliser le mot plateforme, et quand on demande, tous font une définition. J'ai pris plein de notes de ce qu'est une plateforme. Plein de notes de la conférence précédente et vas-y. revenir sur le mot plateforme. J'en prie. Donc on fournit une solution technologique qui permet de faire circuler la donnée, à nos clients de faire circuler la donnée, donc en marque blanche. Donc on fournit par exemple notre solution technologique au projet Thames de l'AFP, à Audio Podcast également, et puis à d'autres, TF1, Groupe Bouygues, Airbus, EDF, l'énergie. Donc en fait, notre société elle a 10 ans et en fait, on se connaît très bien avec Jean-Marc puisqu'on est parti du principe de faire circuler la donnée industrielle avec un fort niveau de contrôle, de gouvernance, de traçabilité, de permettre aux organisations d'accéder aux données industrielles tout en maîtrisant leur diffusion. Donc Denis est parti là, il parlait de l'ère du temps. On n'est pas dans l'ère du temps, on est dans un virage du temps. Tout à l'heure, je prendrai l'exemple de la Chine, qui, elle, est en train de prendre un très gros virage. Donc la circulation de données, c'est essentiel, que ce soit pour faire potentiellement de la monétisation, mais surtout alimenter les écosystèmes qui ont besoin de cette donnée, que ce soit pour faire de l'IA ou pour faire tourner des machines industrielles, tout simplement. Donc nous, notre métier, c'est de fournir cette technologie pour accélérer les processus de fabrication, les processus de décision et fluidifier globalement les processus industriels. On va revenir après sur les caractéristiques qu'on attend de vous, finalement, dans une logique de marché. Jean-Marc. Bonsoir à tous. Jean-Marc Lazare, cofondateur, président de la société Open Data Soft, donc grosso modo le même âge que Fabrice, enfin pour nos sociétés, un peu plus. Et peut-être aussi pour... Quel âge d'ailleurs la société 13 ans. D'accord. Ouais. Donc nous, on est éditeur aussi de solutions techniques de partage de données. On dit qu'on fournit une solution de data marketplace avec trois types de marchés. C'est, pardon pour le terme utilisé encore dans une autre acception, mais marché, je dirais, open, donc la open data, donc vraiment la mise à disposition par des acteurs publics ou privés de données à des fins d'innovation, de transparence et globalement d'amélioration de la relation avec leur écosystème grâce aux données. Plateforme écosystémique, donc pour revenir sur des exemples concrets tout à l'heure, mais puis pendant le Covid, il y a eu une nécessité de partager des données, typiquement entre le public et le privé, et certaines d'entre elles étaient opérées par notre solution. Donc c'est vrai que quand c'est prêt, quand l'infrastructure est prête, on appuie sur le bouton et on partage tout de suite des données sur la présence du virus dans les eaux usées, Veolia, vers la sphère publique. Et donc quand c'est prêt, c'est rapide et ça permet de répondre rapidement à des enjeux de société. Et dans un contexte B2B, B2G certains diraient, mais c'est vital. Et puis aussi des plateformes à usage purement interne, puisque finalement, ce n'est qu'une troisième facette du même problème, parce que tout ça, ça rentre dans une logique de gouvernance et stratégie de données des organisations. On n'est pas forcément sur la valeur économique au sens génération d'euros à la fin, direct, mais bien dans la transformation numérique que tu évoques, je pense, Fabrice, des entreprises, mais aussi des marchés on a des clients dans 25 pays, donc on pourra aussi donner, et je pense comme toi Fabrice, peut-être une vue un petit peu différente d'un continent à l'autre, voire d'un pays à l'autre, qu'on ne se pose pas exactement les mêmes questions sur ces sujets. D'accord. Ça veut dire, au passage, est-ce que tu considères ton métier d'être agrégateur de data, et il n'y a pas de religion sur la nature, ou le type de data, ou le secteur, ou producteur ? Alors moi je suis un outilleur, on est un petit peu les pelles et les pioches, si je puis me permettre, du sujet. Comme à une autre époque, il y a eu besoin de pelles et de pioches. Donc moi je suis assez agnostique de la donnée, dès lors qu'effectivement les formats, mais aujourd'hui la question est relativement réglée, d'interopérabilité, effectivement. Enfin, évidemment que c'est souhaitable, mais c'est pas tellement un sujet de technologie, elles existent. Le web nous a apporté tout ça, on l'applique et surtout on le met en œuvre pour que des organisations puissent simplement s'échanger ou partager, c'est pas exactement la même chose, des données. D'accord. Donc plateforme ou data exchange ? Non, moi je vends une solution de plateforme. Je suis une plateforme, pas de problème. Merci Thomas. Alors Thomas, c'est plutôt sur le legal tech, on dit, ou comment tu présentes ça ? Ouais, merci Jeff Dezy pour son invitation. Moi je suis très loin de ces messieurs
en infrastructure, mais quand tu vas lancer, tu vas voir que non. Voilà, je co-lead une infrastructure pour un legal data space dans le monde juridique. Et en fait, je suis bien placé à cette table ronde puisque je viens du public où j'ai beaucoup participé à l'open data public, avant à la DILA où on a pu ouvrir les données juridiques, les données économiques, etc. Entre-temps, que ce que j'ai fait, j'ai surtout été entrepreneur dans la legal tech, notamment dans le contract management, où je me suis trouvé du côté des fabricants de données enrichies, et qui maintenant, l'avenir, effectivement, est de pouvoir définir par notre infrastructure des conditions de partage sécurisées pour alimenter les IA et les agents IA pour justement pour pouvoir utiliser ces données publiques et ces données privées dans des agents IA. Voilà en quelques mots. Merci Thomas. Raphaël. Ouais, de mon côté, moi je travaille chez Etalab. Alors Etalab est surtout connu pour data.gouv, mais ça a été un produit qui a tellement fonctionné que c'est devenu une équipe à part entière. Et donc ça ne fait plus vraiment partie d'Etalab, même si on continue à travailler avec eux. Et les sujets actuellement d'Etalab, c'est notamment l'intelligence artificielle générative. Et nous, le sujet justement qu'on a au sein d'Etalab, c'est comment faciliter l'accès des administrations à cette IA générative dans des instances de confiance, on va dire. Et finalement, comment on est capable d'offrir plus que des modèles, c'est d'autres services, par exemple des données directement vectorisées. Et donc en fait, on offre, alors moi j'ai parlé de plateforme, une plateforme API qui facilite l'accès à plusieurs services dont je viens de parler, qui permettent d'utiliser et d'intégrer l'intelligence artificielle dans des produits de l'administration. Donc là, plus particulièrement pour la fonction publique d'État. Et donc moi, je suis responsable de ce qu'on appelle la Albert, donc c'est le nom public, et on a travaillé notamment sur le sujet emblématique qui marche dans la presse, c'est Albert France Service. Donc en fait, on vient aider des conseillers France Service et des antennes qui sont au plus proche du citoyen, à moins d'une vingtaine de minutes de transport du citoyen, pour répondre à ces questions sur le service public. Et donc on utilise justement des données de la DILA sur servicepublic.fr qu'on vient intégrer dans des bases de données enrichies avec de l'intelligence artificielle générative pour aider ses conseillers à répondre à des citoyens. Tu peux donner un exemple quand tu dis enrichi par l'intelligence artificielle ou... En fait, ce qu'on fait, c'est que on a des... Enfin, servicepublic.fr, c'est quand même un site de référence qui vous permet de trouver pas mal d'informations, que ce soit d'ailleurs sur même le secteur privé qui peut trouver des informations dessus. Donc nous, on a récupéré toutes ces informations. On a des fiches, en fait, servicepublic.fr, qu'on a intégrées dans une sorte de moteur de recherche. Et nous, on permet justement d'accéder directement à ce moteur de recherche et de permettre de générer des réponses à partir de ce qu'on trouve dans ce moteur de recherche. Donc, concrètement, pour ceux à qui ça parle, c'est de la technologie de RAG. En fait, derrière, quand un utilisateur vient poser une question, on va d'abord regarder les documents, même les paragraphes les plus pertinents dans notre base de connaissances. Et puis, on vient enrichir le prompt avec cette base de connaissances pour finalement contextualiser la question de l'utilisateur au mieux et éviter les hallucinations. Tout le monde est familiarisé avec le concept de RAG, parce qu'on utilise ça comme si c'était évident, alors que ça n'existait pas il y a 6 mois. Mais mais levez ceux qui ne sont pas forcément familiarisés. Vous voulez, le RAG, voilà. Mais ça existe. On crâne, mais ça n'existait pas il y a encore pas si longtemps. C'est juste que vous avez tous testé les IA. Vous avez tous vu que ça déconnait quand même un petit peu en répondant n'importe quoi. Et donc, une des méthodes pour réduire les hallucinations, c'est d'obliger finalement l'IA à travailler sur des corpus, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais pour travailler sur des corpus que vous maîtrisez. Alors ça peut être votre documentation, les documents de la société, ou un corpus de documents, parce que vous voulez être sûr que l'IA n'invente pas et travaille sur un ensemble de documents qui sont valides. Et dans votre cas, c'est plutôt ça l'idée, de façon à ne pas inventer. Donc actuellement, c'est la méthode, on va dire, industrielle, même des IA, pour dire, les IA ont appris à parler, c'est les LLM, et on va les appliquer dans des domaines où on la met sous contrainte pour qu'elle n'aille pas chercher des réponses là où on ne veut pas.
J'ai Ouais. bien résumé, mais vas-y. Hein. Ouais, l'un des écueils en fait des IA, c'est qu'elle ne sait pas tout et qu'elle peut inventer. Et donc l'idée, c'est de rafraîchir un peu sa mémoire ou de lui expliquer vraiment, de lui donner plus d'informations pour qu'elle ait une réponse la plus pertinente possible, même si elle peut toujours halluciner et faire des contresens, par exemple, ne pas comprendre des négations. Et donc ça, l'idée, c'est vraiment, nous dans l'administration, en tout cas, c'est un des cas d'usage les plus répandus, c'est quand même d'utiliser l'IA générative avec cette technologie de RAG pour contextualiser les réponses et apporter plus d'informations sur la connaissance de l'administration et donc avoir la réponse la plus appropriée. Merci. Je voulais poser des questions sur la gouvernance. C'est un sujet qui est très vaste, mais en termes de marché, par rapport à ce qu'on attend d'une plateforme, alors justement, comme vous êtes agnostique sur la data, pour certains, c'est un peu le bon sujet. Qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue de gouvernance? Ce qui est une manière de dire, si vous devez garantir à vos clients la qualité, comment vous définiriez la gouvernance, ou en tout cas le niveau d'exigence qu'il y a en 2025 sur le marché? Bon, moi, je vais parler d'un certain type de marché, parce que comme on l'a vu, il y a des échanges et j'imagine des choses très transactionnelles. Et puis à un moment donné, et c'est pour répondre à la question, c'est de donner les moyens aux producteurs et aux consommateurs de collaborer. C'est quand j'ai employé le terme marketplace, aujourd'hui sur des marketplaces, on peut acheter des chaussures et des frigos. Si on imagine l'analogie avec les produits que sont les données, il faut bien que je puisse comprendre effectivement quels sont ces produits, qu'ils soient qualitativement décrits, y compris accessibles pour ça de manière programmatique, parce que c'est probablement un programme qui va les consommer. Et donc ce qu'on va attendre de ces plateformes, c'est de pouvoir outiller les producteurs et les consommateurs, les uns dans la découverte des données, et l'IA va y aider d'ailleurs, parce que ça va permettre de faire remonter à la surface des choses dont je n'avais même pas idée qu'elles existaient dans le patrimoine de données, global, et même dans le mien en général. Et puis côté producteur, ça va me donner les moyens de bien décrire mes produits, et donc d'avoir des outils, on pourra, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail de ces outils, mais comme j'imagine un bon vendeur de basket va bien décrire et prendre en photo ses produits pour qu'ils soient trouvés dans le monde entier sur une plateforme, c'est la même chose, il y a des analogies extrêmement proches à faire côté produit. Et si on devait lister des critères de qualité, en gros, qu'est-ce qui va être exigé? Bon, après, peut-être je laisserai répondre quelqu'un d'autre, mais juste sur la qualité, l'introduction était intéressante, mais et volontairement peut-être provocatrice, mais tout à l'heure, mais la qualité, c'est extrêmement subjectif. Une donnée peut être de très grande qualité pour opérer, pour faire des analyses statistiques en masse, mais de qualité insuffisante pour opérer un service, critique, la même donnée. Donc, ce qui va déterminer la qualité, une fois qu'on a dit la complétude, la fraîcheur, etc., ok, mais c'est pas suffisant. Ça peut être suffisamment frais pour moi et insuffisant pour. C'est pour ça que je pose la question. Voilà. Donc, et c'est ça qui fait un marché. C'est le marché, on ne va pas le décréter, dire qu'il y a un marché de quelque chose. J'ai jamais vu ça exister nulle part. Ou alors on est dans un marché régulé, comme il en existe plein. En France, il en existe beaucoup, puisque 70% de l'économie est régulée, globalement. Donc on est quand même dans un cas un petit peu particulier par rapport au marché mondial de la donnée. Mais donc une fois que, je vais laisser la parole aux autres, mais ce qui va faire la qualité, c'est ce que les gens qui vont découvrir mon offre, et peut-être qu'on parlera de comment est-ce que je fais découvrir mon offre de données, vont me dire. Voilà, et quelque part, peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est fait dans l'open data en ouvrant les données. Oui, ok, les couloirs de piscine, c'est peut-être pas intéressant. C'est pas si vrai que ça. Il y a plein de gens qui ont dit, ça m'intéresserait davantage s'ils étaient plus frais, mis à jour en temps réel, etc. On a donné la possibilité à des tiers de s'exprimer et de dire améliorer la qualité de vos données pour que ça devienne utile. Sur un marché, il n'y a pas de marché qui marche pas, qui fonctionne autrement que ça, l'offre et la demande. En même temps, Fabrice, tu peux prendre le relais, mais en même temps, à la fin de la dernière session, vous avez vu, on parle d'innovation, on parle d'évolution, et ça mène rapidement à la question de certification, de certifier les datas, aux normes. On n'a pas prononcé le mot, mais enfin la question des normes va arriver très vite. Fabrice. Oui, donc notre travail, c'est d'être à la fois de simplifier le propos, mais on ne peut pas être simplificateur et simpliste. Donc il y a plusieurs notions, on parlait de maturité de marché, il y a des mots qui en fait ont aujourd'hui commencé à avoir un sens. Donc quand on parle de gouvernance, souvent on parle de la capacité des uns et des autres à décider de l'utilisation de la donnée, de la circulation de la donnée, comment elle circule et comment elle ne circule pas. Donc il y a plusieurs niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance du fournisseur de la donnée. Tout à l'heure, on avait l'exemple avec sur la partie AFP qui veut maîtriser qui accède à la donnée,
pour quel type d'usage, éventuellement quelle contrepartie et quelle licence d'utilisation. Donc ça, c'est un niveau de gouvernance. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des notions d'orchestrateurs, c'est-à-dire des sociétés qui mettent en place des écosystèmes d'échange de données en utilisant nos technologies, qui, elles, veulent un niveau de gouvernance de l'écosystème, c'est-à-dire une règle selon lesquelles les données vont être échangées. Donc il y a différents écosystèmes d'échange de données qui se montent. Il y en a dans l'agriculture, il y en a dans l'automobile, dans le secteur aérien. Ces écosystèmes d'échange de données n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement. Et donc c'est un autre niveau de gouvernance. Donc ces écosystèmes sont soumis par contre à des réglementations qui sont transverses et de plus en plus à des standardisations qui s'appliquent à tous ces écosystèmes. On pourra en parler tout à l'heure. Bon, la réglementation, on en a parlé rapidement, Data Governance Act et Data Act. Et les réglementations, les standardisations type Trusted Data Transaction, on pourra en parler. Donc tout ça, c'est censé produire de la qualité. Qualité des gens qui participent, des organisations qui participent, la qualité de la manière dont c'est échangé, qualité parce qu'il y a un suivi des règles et des obligations de chacun. Donc à la fin, ça oblige à une certaine qualité. On ne parle pas là de la qualité propre de la donnée, la nature de la donnée, qui est là très relatif à l'usage final. Ce que tu dis est très important, sans faire un écart, parce que c'est un sujet, je regarde mes camarades qui sont dans le monde de l'information et de la presse, c'est un sujet qui est nouveau pour la presse, de devoir discuter de certification justement des contenus, puisque on est dans un monde où les journalistes estiment que par définition, ils sont presque auto-certifiés. Et c'est une discussion qui est nouvelle. Non, je le mentionne parce que c'est une source d'incompréhension souvent sur le marché, de se dire que pourquoi quand la presse, quand les datas, ce sont des données de type média, il faudrait certifier. Et tu viens exactement d'écrire pourquoi. C'est pas un débat de savoir si un article est bon et mauvais, c'est un débat de savoir si le processus de fabrication répond à des règles. Si le processus de fabrication répond à une règle et le processus de sourcing. La valeur, c'est la source, dans les médias ou dans l'aéronautique. Si la source est qualifiée ou reconnue comme qualifiée sur une information, on aura tendance à la croire. Ou en tout cas, y mettre de la valeur pour, derrière, en tirer des conclusions. C'est pareil dans d'autres secteurs d'activité industrielle. Si la source et la manière dont la donnée a été véhiculée est crédible, alors l'utilisation sera potentiellement crédible. Voilà, ce qui est très clair quand on est un professionnel de la data, et il n'est pas toujours dans le domaine. Je me permets cet écart, car c'était un des sujets des états généraux de l'information, qui n'a pas forcément eu le succès qu'il aurait dû avoir, mais c'est un sujet important. Thomas. Moi, je voulais revenir un petit peu sur cette notion de régulation, et le jeu de table ronde, c'est vrai que quand on a lancé l'open data, il y avait moins de sujet de la régulation. Enfin, nous, les juristes, on a fait des licences pour simplifier tout ça. Et puis, c'est bien, ça a encouragé pas mal d'écosystèmes à se développer, notamment dans le droit. Nous, on a quand même vu plein de startups entre 2014 et 2017. Il y en a eu plus de 200 qui sont créés, alors qu'avant, il y avait des acteurs historiques. Parce qu'on avait su libérer la donnée. Tu parlais de certification, mais ces acteurs aussi sont positionnés que la donnée dont la source est publique, donc la fiabilité, etc. Et en fait, à partir de 2019, c'est vrai qu'il y a eu ce travail. La France a beaucoup participé sur le rapport New Governance, auquel on avait plus d'une quinzaine de pays qui ont participé, de définir un nouveau régime sur la donnée. Et finalement, ça aboutit à ce DGA-DA Act, dont je suis parfois très surpris de la méconnaissance, y compris dans le monde juridique, y compris certaines obligations qui arrivent en septembre prochain, je pense au partage de certaines données privées. Et en fait, nous, quand on a fait du lobby là-dessus... Tu peux en dire un mot, c'est-à-dire à l'intérieur des documents, la présence de données, par exemple, nominatives. En fait, nous, on a connu dans l'État il y a quelques années un certain nombre de secteurs privés qui vont devoir avoir des obligations de partage de données dans certaines conditions, etc. Ou d'anonymisation. Ou d'anonymisation, de pseudonymisation, etc. En 2019, c'est un petit groupe français, on avait remis un rapport à l'Assemblée nationale, on avait un peu coordonné des actions au niveau européen. On l'avait mis à une députée qui s'appelle Paola Forteza, qui a beaucoup travaillé dessus. Et au niveau européen, alors moi j'ai un peu quitté la scène à ce moment, parce que je suis parti dans le SaaS, on lève des fonds, il faut être focus comme disent les investisseurs. Mais mes petits camarades de tout ce monde-là, notamment My Data Project, New Governance, ont tenu un peu la plume de la commission Breton sur le DGA et le DA Act. Et ce que je trouve formidable, et c'est souvent... le principe, c'était de poser une séparation des pouvoirs numériques. C'était bien au niveau com. À mon grand regret, ça n'a pas été non plus vraiment imprimé dans les consciences européennes. Mais moi, j'aime bien quand on discute avec les Européens, dire nous, on a posé un principe de séparation des pouvoirs numériques. Et quand je dois résumer le droit, quand je l'enseigne, le droit des activités numériques, nous, les juristes, on a mis le paquet depuis 2-3 ans là, sur les textes. Je dis c'est très simple. Il y a le fournisseur de la donnée,
Donc toi, tu aides le fournisseur de la donnée à enrichir sa donnée, tu es un opérateur. Ça. Il y a celui qui exploite la donnée. Alors, effectivement, il va utiliser DAWEX pour faire l'intermédiaire. Il y a celui qui exploite la donnée. Et entre les deux, il y a un intermédiaire. J'appelle ça aussi le passe-plat. Et celui-là, il a un rôle qui est très défini. Et dans les projets d'innovation sur la gouvernance, c'est là où le juriste numérique que je suis s'éclate, parce qu'on peut admettre toute la complexité d'une gouvernance sur la donnée, avec plein de contributeurs, plein de réutilisateurs, mais on va utiliser la tech et la legal tech, etc., pour justement permettre ces échanges de données et tout tracer, avec des technologies de smart contracts, etc. Un exemple très concret qui est un projet sur lequel on collabore au niveau européen, c'est le DAPSI. Le DAPSI, en fait, c'est un standard de rulebook. Donc tous les rôles, dès que vous créez un espace de données, vous devez définir les rôles de tout le monde. C'est un peu une constitution. Et vous avez un standard européen, après, qui est décliné dans les 60 écosystèmes de data space que vous avez en Europe. Donc ça va être différent si c'est les données de santé, si c'est les données de transport, si c'est les données géographiques, si c'est le monde du droit. Et nous, les juristes, je pense qu'on a un rôle aussi, les juristes un peu tech, ceux qui ont compris qu'il ne suffisait pas de rédiger une licence, parce qu'il faut maintenant que le droit soit compréhensible par les machines, pour justement les termes of use par jeu de data, les rulebooks, les rôles des différents intervenants sur un espace de données, tout ça de réinventer notre gouvernance. Et je vous assure qu'on a beaucoup de recherches en Europe, et ceux qui veulent suivre un petit peu les travaux de Gaia X France, on animera cette année un peu d'ateliers comme ça avec des gens qui veulent innover dans la régulation sur le marché de la donnée. Merci Raphaël. Oui, pour parler un peu de gouvernance, alors, moi je vais parler plutôt au sein de l'État. C'est vrai que c'est gouvernance de la donnée, généralement on en fait quand on cherche du business, on cherche du chiffre d'affaires, et au sein de l'État c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est facilement compréhensible par nos décideurs, parce que derrière c'est dur d'identifier un impact sur une meilleure circulation, une meilleure connaissance de son patrimoine de données, et donc là moi ce que je ressens en tout cas actuellement sur l'IA générative, grâce à l'IA générative, c'est que, et peut-être d'ailleurs que Jean-Marc pourra témoigner, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une plus forte volonté d'aller vers la gouvernance de la donnée, parce qu'on se rend compte quand même que finalement c'est un asset, et que ça peut permettre soit de faciliter certaines démarches, soit de rendre mieux service aux citoyens, soit rendre mieux service à nos agents, accélérer certaines procédures, et connaître son patrimoine, c'est important. Voir un peu où sont nos sources de vérité, où sont les autorités sur tel sujet. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qui va finalement être pris par l'État et tous les ministères qui sont vraiment, en plus très, très producteurs de données. Et donc ça, c'est peut-être le premier point sur la gouvernance, et je pense qu'il y aura un vrai sujet sur 2025, en tout cas au sein de l'État, pour améliorer cette gouvernance. Calculer la valeur ajoutée. Ouais. Et aussi identifier finalement là où on a des données intéressantes. Et puis après, derrière, forcément, on parlait de gouvernance, c'est forcément aussi travailler sur la qualité, essayer d'identifier en tout cas si on a un besoin en fraîcheur ou pas. Nous, sur nos sujets, par exemple, sur servicepublic.fr, en fait, s'il y a des changements sur le site, on doit être au courant tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets où très vite on se rend compte de l'intérêt de la gouvernance de données, de savoir les versions, des dates de modification, d'avoir un vrai suivi sur traçabilité, sécurité, bien sûr. Et puis derrière, en fait, par contre, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est on a vu l'échange juste avant, c'est vraiment des plateformes avec des standards, avec des protocoles d'échange presque très standardisés. Donc, finalement, avec l'IA générative, on arrive à s'adapter aussi à des formats qui sont peut-être pas de très bonne qualité quand on les verrait. Et justement, c'est là où on peut discuter de la notion de qualité. C'est finalement des PDF scannés. Maintenant, c'est moins un frein actuellement. On peut les comprendre plus facilement. Bon, c'est pas totalement exploitable, mais en tout cas, on va aller vers ça aussi, vers des données peut-être moins de qualité au sens noble du terme, et travailler avec ces données. Donc c'est là où on voit finalement que... Tu as ton collègue juriste à côté qui s'agit, car il sait que ça ouvre tous les sujets d'anonymisation. Oui, il y a plein de sujets là-dessus. Après, voilà, c'est pas mal de choses de toute façon qui vont arriver ces prochaines années grâce, après ça dépend du point de vue, mais d'un point de vue IA générative. Et bon, après, c'est vrai que ma spécialité c'est pas le droit, mais on voit quand même qu'on s'est doté de certains textes qui permettent de limiter certains usages et qui réduisent finalement ces risques, en tout cas.
Avant de discuter de l'IA, j'ai une question toute simple à vous poser, parce que j'ai oublié de la poser à la table précédente. Comment on fixe le prix de la data? Alors tous sauf Maxime. Sauf Raphaël. Nous on est nouveaux, alors on est plein d'ambition. Toi, tu peux mentir. Les autres. Non, vraiment, c'est-à-dire que on sait vendre des contenus. L'AFP a des tarifs, il y a des abonnements, etc. Quand on est agrégateur de data, comment on met un prix? Quels sont les critères qu'on utilise pour définir un prix? Comment on raisonne? Comment on raisonne à l'usage. Et une donnée n'a pas le même usage en fonction de l'utilisateur. Absolument. Donc, alors quelqu'un de Microsoft m'avait dit il y a très longtemps, quand j'étais jeune journaliste, que le juste prix, c'est le prix le plus élevé qu'on puisse faire payer sauf à quelqu'un qui a besoin du service. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Même. Donc, alors chez Dawex, et je pense chez OpenSM, c'est pas nous qui définissons le prix de la donnée ou la valeur de la donnée. C'est nos utilisateurs, nos clients qui utilisent notre techno et qui décident de faire circuler telle ou telle donnée parce qu'ils pensent qu'il peut y avoir un cas d'usage à valeur ajoutée pour leur écosystème proche, pour leurs partenaires, pour leur BU, pour leur business unit ou pour des partenaires extérieurs. Sous-entendu, si ça ne marche pas, c'est à eux d'ajuster le prix. C'est pas forcément une question de prix, c'est une question de création de valeur. Donc peut-être que c'est un deal commercial sur un objet divers ou un service divers, et il y a une autre contrepartie qui est le retour de la donnée ou l'échange de la donnée. Donc la question de la valeur de la donnée est liée à l'usage que vont en faire les utilisateurs potentiels. Donc ça, c'est globalement, nous, c'est ce qu'on observe chez tous nos clients. Et certains de nos clients, aujourd'hui, arrivent à fixer de manière assez claire et acceptée par le marché des prix. À force d'avoir tâtonné sur certains usages, se dire, bah, tiens, tel type de données, la connaissance d'un parc automobile de véhicules électriques de marques américaines, allemandes et françaises qui circulent en Espagne, ça peut valoir tel prix. Parce qu'ils ont trouvé des acquéreurs et qu'il y a eu des allers-retours avec différents acquéreurs qui ont pu fixer un prix. Là, je parle vraiment de la partie monétisation. Ensuite, quand il s'agit d'aller optimiser un processus industriel où vous allez réduire le temps de fabrication d'un produit, d'un avion ou de toute autre chose, bah ça, vous allez pouvoir le mesurer également. À combien de ma donnée a contribué de réduction du temps de production. Et ça, c'est celui qui achète qui le sait. Celui qui vend. Il y a forcément la main magique du marché. On ne peut pas arnaquer celui qui utilise et on ne peut pas arnaquer celui qui produit. Donc forcément, il y a un équilibre qui se crée, il y a une oscillation. Les marchés ne se sont pas faits en 2 jours. Il n'y a aucun marché qui s'est fait en 2 jours. Le marché, alors souvent, nous, je prends 2 minutes, on compare la structuration du marché de la data aux structurations de marché financier. Les premières bourses financières, c'est il y a à peu près 400-500 ans. Il a fallu 400-500 ans pour que les marchés financiers se structurent. Là, ça fait à peu près 20 ans, 25 ans qu'on peut parler éventuellement d'une économie de la donnée basée sur la donnée. Donc c'est très récent, c'est très naissant. Et donc je fais une deuxième parenthèse. Il y a la Chine qui a lancé Shanghai Data Exchange, qu'on a rencontré l'année dernière. Donc c'est pas nous qui fournissons la technologie, nous on fournit la Japan Data Exchange. La Chine a lancé la Shanghai Data Exchange pour financiariser les données, quel que soit le type de données. Donc avec deux processus. Un processus qui est un audit des entreprises, quelle que soit l'activité de l'entreprise, vous pouvez faire auditer vos données avec X critères pour venir qualifier la qualité, la quantité, plein de critères possibles et donc certifier ces données. Ces données, vous allez pouvoir les valoriser par ces certificateurs et aller sur la Shanghai Data Exchange et vous faire coter votre donnée. Donc c'est des enchères au final? C'est pas forcément des enchères, là pour l'instant on en est juste à la certification et de la cotation, il y a une estimation pour financiariser une donnée même si elle n'est pas échangée. Donc c'est un asset supplémentaire. Ça c'est une autre façon de valoriser une donnée, il n'y a pas besoin de la monétiser, de la distribuer, et là elle est évaluée par rapport à des comparatifs. Donc il y a plusieurs façons d'aller mesurer la valeur de sa donnée. D'accord. Jean-Marc, au passage, je prends l'exemple dans le marché de la publicité, ce qu'on appelle le ad tech. Le système se régule avec les enchères. Enfin, se régule. En tout cas, c'est les enchères sur la data qui vont déterminer le prix final. Jean-Marc.
Ouais, donc ça c'est une façon d'équilibrer ou essayer de trouver une valeur de marché sur certains types de données. Et puis après, il y a d'autres modes de monétisation. Il peut y avoir évidemment la monétisation du service lui-même, hein, et ça peut concerner des acteurs publics. Hein. On est en Île-de-France, Île-de-France Mobilité fait de l'open data et ça se retrouve probablement sur transport.data.gouv.fr. Et quand le consommateur de cette donnée-là, c'est plutôt à travers l'API qui s'appelle Citymapper et que c'est intensif, ben c'est pas la subvention publique des franciliens de payer ça. Et donc là, il y a un fees. Voilà, donc on peut aussi, c'est un premier niveau. Hein, c'est assez classique, ça. C'est pas nouveau, mais c'est assez classique. Et l'acteur public s'y prête volontiers depuis longtemps, et notamment dans le transport et qu'il y a de la donnée temps réel. Donc on peut équilibrer aussi un modèle. Voilà. Est-ce qu'au fond, on fait payer plus l'accès à la data que la data elle-même? Enfin, dans certains cas de figure, oui. Quand c'est une donnée, et c'est assez classique, et ça, pour le coup, c'est assez répandu dans le monde. Hein. Je veux dire, si on est leader, par exemple, du ticketing, alors pour rester dans le transport, ça parle donc machine automatique pour passer les bornes, par exemple aux États-Unis, c'est Xerox. Bon, Xerox, depuis, a un modèle économique sur le fait de faire payer l'accès aux données, pas la donnée elle-même qui appartient en général aux transporteurs. Voilà, donc c'est assez classique. Il y a des modèles, les outils qu'on apporte, mais d'autres aussi existants, viennent juste finalement automatiser, outiller des choses qui étaient faites un petit peu plutôt en mode papier, email il y a quelques temps. Des brokers de données, il y en avait. Ils n'ont pas trop aimé l'open data en général, hein, parce que dans certains cas, ils se sont dit voilà, c'est quoi cette affaire. Bon, maintenant, ils s'outillent et enfin, ils modernisent leur outil de fabrication de services numériques à base de données. Et, on utilise, par exemple, je peux les citer, on utilise une boîte américaine qui s'appelle Datos Insight. C'est vraiment un broker de données à base de données d'informations, je dirais plutôt e-commerce, et ils les revendent. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une solution comme la nôtre? Pour industrialiser, massifier la diffusion de nouveaux types de produits qui vont de l'API à la visualisation interactive pour des nouveaux clients. L'intérêt, c'est aussi de toucher des nouveaux clients. Alors, par exemple, c'est plus l'opportunité qui leur a créé ça, mais pendant le Covid, le leader mondial, mais français de la donnée de santé sortie des caisses de pharmacie s'appelle IQVIA. Hein, donc, pendant le Covid, ils ont mis en place une plateforme open data parce que la sphère publique leur demandait de mettre à disposition en temps réel ça leur a généré plein de nouveaux clients. Des gens qui disent « Ah, mais vous existez, vous ? Ah, vous avez des données là-desce ?» Donc en fait, quand on veut... c'est du contact client. Oui, c'est de la lead gen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez vendre vos paquets de chips, il faut les mettre en tête de gondole au supermarché. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des nouvelles pratiques, hein, dans la façon de mettre en avant, de promouvoir ces données, qui peut passer, l'open data est un moyen, mais voilà, par exemple, les derniers exemples dans le monde bancaire, Banque Populaire a créé une plateforme, ils n'appellent pas ça Open Data, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques, qui met à disposition des données issues des transactions cartes bancaires. Évidemment, c'est ultra anonymisé, ultra agrégé, mais on peut savoir que, ce dernier mois, les transactions issues des paiements en Moselle viennent plutôt de gens allemands, de touristes, de machin, etc. Parce qu'il y a suffisamment d'informations derrière pour... ça, c'est un produit d'appel. C'est un produit d'appel. Derrière, c'est venez me voir, vous êtes la chambre de commerce ou vous êtes telle industrie, vous voulez savoir le panier moyen. Moi, j'ai bien sûr beaucoup plus de données. Donc, au-delà de l'aspect technologique et plateformiste qu'on outille, derrière, il y a plein de nouvelles pratiques qui se développent. Hein. Tu as entendu tout à l'heure l'argument que je citais de la mairie de Rennes qui disait après le retour d'expérience. Ouais, c'est un client, je connais. Ouais. Ah, bon, ils ont peut-être changé. Alors, ça date de quelques années quand même. Hein. Mais sur le fond, c'est-à-dire le fait que certains disaient après retour d'expérience, attention, la mise à disposition gratuite, finalement, ça se révèle pas forcément toujours une bonne idée. Sous-entendu, c'est pas nécessairement la data qui doit être payante, mais mettre un feed d'accès à la data et pas nécessairement une mauvaise idée. Elle permet de s'assurer que... non, mais... Oui, après cet exemple, ça faisait partie de la courbe d'apprentissage. On dit pas mal d'acteurs publics, quand ils se sont mis à ouvrir la donnée, ils se sont dit, très bien, les gens vont s'en emparer, ils vont faire notre boulot à notre place en termes d'applications à développer. Et dans certains cas, ça se passe parce que le marché s'y prête. Dans d'autres, pas plus tard, je sais pas, il y a 2 semaines, super application, si vous allez en Mayenne, ça s'appelle Mayenne dans ma poche, un truc comme ça. C'est la collectivité qui développe elle-même l'application parce que personne ne l'a fait, et on peut comprendre qu'il n'y a pas une start-up qui se soit jetée sur les données de la Mayenne pour vivre de ça. Mais c'est normal, c'est pas plus vrai à Paris non plus. Donc à un moment donné, c'est logique, mais dans la gouvernance de la donnée, ça veut dire que l'acteur producteur de la donnée, d'abord, il va orchestrer, parce que les données sur la plateforme de la Mayenne, c'est pas que celles du département de la Mayenne, c'est les données d'Allociné sur l'offre culturelle, sur la fréquentation en temps réel des salles. Ils ont créé des accords, donc on est sur une plateforme d'écosystème, et là on crée de la valeur. Alors l'acteur public se fait un petit peu catalyseur, voilà, et très bien,
Et il y a des acteurs privés qui ont trouvé un intérêt très important à être visibles à travers ces plateformes-là. Donc le B2B, c'est pas forcément se vendre et s'acheter des données, c'est un des aspects évidemment, mais c'est aussi animer à un moment donné des écosystèmes business. Thomas, j'ai vu que tu réagissais, tu n'étais peut-être pas d'accord avec l'argument que... Non, je disais que la question de l'échange, de la distribution et toute la circulation de la donnée, c'est parfois pas voir ça comme monolithique. Ça devient de plus en plus sophistiqué. D'abord, en témoigne la sophistication de nos plateformes, des outils aujourd'hui nécessaires. Une même organisation a besoin de faire différentes formes d'échange de données, que ce soit le type de format, des données de satellite, des API ou des fichiers, mais ensuite la manière de l'échanger avec des partenaires, avec de l'interne, de l'externe, pas de monétisation, de la monétisation, et tout ça, ça vient d'une même entité. Donc la manière et la raison d'échanger, elle est tellement plurielle qu'aujourd'hui, il faut des technos sophistiqués parce qu'ils ne veulent pas 5 technos pour échanger de la donnée. Ils en veulent une pour couvrir l'ensemble des possibilités. Alors, ce serait une question que je réserve pour la fin, si on a besoin de l'igopole sur ce marché ou pas. Juste un mot sur l'IA. Parlons d'IA comme même question finalement que pour vos petits camarades avant. Raphaël, qu'est-ce qui change avec l'arrivée de l'IA générative, que ce soit dans le circuit de production, mais aussi peut-être dans la demande? C'est vrai que l'IA finalement, c'est... Enfin, on parlait de catalyseur, hein. C'est vrai que c'est un catalyseur sur la manière de maîtriser ses connaissances plus facilement. Et donc, généralement, nous, comme je l'ai expliqué, hein, la plupart des cas d'usage, c'est je veux, à partir de toutes mes sources de données, avoir soit un début de réponse ou soit déjà identifier les sources les plus pertinentes sur une question donnée. Et c'est vrai que l'État est vraiment... je pense que finalement il y a aussi des grands groupes et d'autres entreprises qui sont similaires, mais à beaucoup de ressources internes, de codes, de documents qui sont des références et qui peuvent se contredire aussi parfois. Et donc c'est bien aussi d'être capable de chercher un peu dans toutes ces données. Et donc l'IA générative là-dessus, ça aide à pouvoir répondre plus facilement à des questions qui nécessitent d'aller chercher dans plein de documents. Après, on voit aussi des usages sur faciliter finalement le travail du quotidien des agents, et donc là c'est plutôt côté suite numérique, c'est-à-dire l'outil qui permet de prendre des notes, l'outil qui permet de faire ses visios, de retranscrire la visio derrière et d'avoir un compte-rendu qui soit généré automatiquement, aussi assister les développeurs dans le code, développer son code, et ça sans forcément envoyer ces données à l'étranger aussi, c'est ça l'enjeu. On a pas mal de cas d'usage là-dessus, et donc l'intérêt aussi de cette solution, c'est que quand on travaille sur une problématique, notamment sur je veux répondre à des questions sur cette base documentaire, et finalement on se rend compte qu'on peut très vite dupliquer ce cas d'usage à d'autres administrations, et donc ça c'est intéressant de pouvoir finalement se dire ce sujet France Service sur lequel on a commencé à travailler, finalement des agents de la DILA sont en train aussi de le faire de leur côté, en plus sur les mêmes données, donc ça nous permet aussi de confronter nos expériences, mais finalement les conseils départementaux aussi ont ce sujet, on peut aller aussi côté de l'assurance vieillesse qui eux aussi ont besoin d'avoir sur une autre base de connaissances des réponses à des questions, et donc donc on décomplexe totalement tous les modes de consultation de la donnée. C'est surtout, on peut à partir finalement d'une solution multiplier cette solution, dupliquer cette solution à d'autres cas, un cas d'usage similaire mais sur un autre contexte, et ça c'est assez important parce que finalement généralement on fait un outil pour un sujet, et là on est en capacité finalement de très vite dupliquer cette solution à d'autres sujets, et donc ça c'est quand même assez impressionnant. Vous devez répondre, Thomas. Derrière cette question, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, par rapport à une perspective qu'on avait envisagée au tout début des conférences là, c'est-à-dire que avec l'IA, il va y avoir de la business intelligence qui est censée être accélérée, le pilotage par la data à l'intérieur des entreprises. Est-ce que on est à quel niveau de fantasme ou au contraire de proximité pour sentir qu'on est prêt ou on n'est pas prêt pour ce type d'usage de l'IA? Ce qui est une manière de poser la question sur la maturité du marché.
Alors nous, il y a une petite sidération quand même qui est arrivée dans notre petit monde du droit quand les IAG sont arrivés, parce que le principe d'un juriste, c'est de rédiger quand même, c'est dans un acte. Donc à partir du moment où il y a un robot qui arrive et qui a réponse à tout, et quelle que soit la question juridique qu'on va lui poser, il va répondre, ça a été un petit peu un moment de sidération. Ça a mal commencé, hein, je crois. Ça a mal commencé. Après, les offres sont vite arrivées, parce que notre écosystème juridique innove beaucoup. Donc on a par exemple les grandes maisons d'édition, Alexis, Cédal, qui avaient la doctrine, donc tu parlais d'Oracle, donc qui ont su mixer en fait les données du droit positif qui étaient ouvertes et plutôt déjà bien enrichies à la source par l'État, avec leurs fonds doctrinaux pour pouvoir avoir déjà des résultats plus crédibles pour les professionnels. Après, maintenant, ce qu'on constate, c'est que, on parlait tout à l'heure de marché, nous on a pris le problème un petit peu à l'envers. On s'est dit, on ne va pas rentrer dans le système de la valeur de la donnée, parce que la donnée, nous, soit c'est de la donnée publique juridique, donc elle est ouverte, c'est une obligation de l'État, soit c'est de la donnée soumise au secret des affaires, secret judiciaire, secret statistique, secret fiscal, elle est assez sensible et elle n'est pas partagée. Donc on a plutôt regardé le marché du droit. Le marché du droit, j'ai un des co-leaders de notre Legal Data Space qui est un économiste qui termine une thèse sur l'économie du droit. Et en gros, il progresse. Alors, il se trouve que le juriste est moins productif, c'est ce que au quotidien, mais il progresse. Il est passé de 27 milliards à 43 milliards et en 2030, 60 milliards. Et en fait, on a regardé à l'intérieur de ce marché, parce que ce que l'IA fait exploser dans le monde du droit, c'est la dichotomie information-conseil. Parce qu'avant, on avait l'information d'un côté, de l'autre côté, on avait le conseil. Maintenant, il y a un robot qui est entraîné par un avocat, qui est distribué par un avocat. C'est embêtant qu'on ait payé à l'heure, hein, non? Papa voilà, et on a pris la J'osais tâche, pas le dire, mais... Et on a pris le marché sur, finalement, les legal operations. Donc, je vais faire quoi, en gros? Je vais faire du contrat, je vais faire du M&A, je vais faire de la conformité, je vais faire du corporate. Et on a regardé le coût à la tâche. On a regardé combien ça coûte, parce qu'il y a un marché aujourd'hui. En gros, la legal tech, elle est parfois un peu low cost. Si vous générez un contrat sur Internet, c'est 60 €. Si vous passez par un expert comptable, c'est entre 300 et 800 €. Et au-dessus de 800 €, c'est un avocat. Donc il y a un coût. Et en fait, on a regardé à l'arrivée, pour que ce soit une IA qui le fasse, il faut que ce soit un agent IA. Donc c'est la nouvelle génération là. D'où le rapport que je vous invite à lire de Digital New Deal. On a peut-être perdu la bataille des LLM, mais gagnons la bataille des agents IA, puisque pour faire tourner les agents IA, on a besoin de tourner sur des données de confiance et des données privées. Et dans le monde du droit, pour faire des legal operations, vous avez besoin de données privées. D'où le projet Legal Data Space, pour pouvoir créer ce cadre de confiance, de partage entre des données publiques enrichies et des données privées. Et en fait, si vous prenez un agent IA qui demain va faire un PV d'AG, qui a un coût, moi mon expert comptable, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je suis désolé, mais ça m'est arrivé de payer 700 balles pour faire un PV d'AG, juste pour aller mettre dedans la donnée de ma table de CAPI et mon EBITDA. En fait, ça m'emmerde de payer 700 balles, parce que ces données-là, elles sont dans des logiciels, d'ailleurs comme Regie Générale, qui est une start-up que j'ai cofondée, il y a les tables de CAPI. Voilà. Donc je peux, moi, autoriser mes Legal Tech à partager la donnée à mon agent IA. Et en fait, tout l'enjeu pour nous, en fait, ça va être de prendre le contrôle de ça, c'est d'avoir cet intermédiaire de la donnée dont je parlais, pour faire en sorte que la personne qui détient la donnée puisse avoir ce cadre de confiance pour la partager et d'innover dans la contractualisation, parce que forcément, un des grands enjeux, on n'a pas du tout parlé ce soir, dans les communs du marché de la donnée. Si vous prenez les communs derrière le droit européen, la Commission Breton, vous avez tous les communs de GAIX, les briques de consentement, d'identité, ça. Il y en a un qui est très peu avancé, c'est la brique de contractualisation. Je parlais tout à l'heure de réfléchir là-dessus, mais demain, quand vous avez un agent IA à droite qui doit faire une opération, il va aller voir un autre robot qui va dire, qui lui détient la donnée, dire bonjour, je viens chercher telle donnée pour telle destination ou finalité, pour telle identité, pour faire ça. Et en fait là, il va falloir réinventer, si vous voulez, une nouvelle brique, que nous on appelle le legal framework, peu importe, pour justement permettre à ces deux agents IA de communiquer et faire en sorte surtout qu'ils soient placés sous le contrôle du juriste. Et nous on a un enjeu supplémentaire, c'est que cette IA soit aussi entraînée sur le droit de tradition romano-civiliste, parce que si on n'entraîne pas l'IA sur notre droit napoléonien, il disparaîtra. Voilà. Juste une précision, tu as bien fait de parler des coûts. Je me permets de rappeler que les coûts actuels de l'IA, je crois ça fait consensus, n'ont rien à voir avec les coûts probablement dans 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est un peu dans une bulle où ça coûte pas cher parce que c'est dopé. Il y a consensus que ça sera peut-être x4 au minimum. Les coûts d'IA que vous avez tous pour faire des tests, etc., ils vont quand même grimper. Enfin, bon, c'est pas le but d'en débattre, mais comme tu introduis la notion de coût, c'est important. D'AWEX là-dessus, parce que nous, par exemple, quand vous faites un data space, alors vous en avez plusieurs, mais on voit bien que les fournisseurs de données, ils vont définir le coût à l'API, au token, parfois, au l'utilité token. Et en fait, je vois ce qu'on parlait des RAG. Si quelqu'un fait un RAG, je sais pas, du droit immobilier, il y en a un, il va dire le coût au prompt dont le token s'étend, il y en a un autre. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'arrivée, si on parle des agents IA, c'est la fiabilité, c'est quand on va regarder le résultat s'il est fiable,
et qu'on va plutôt aussi avoir un coût qui va être en fonction finalement de la qualité de la donnée, comme tu disais, et ça va s'auto-réguler comme ça. Parce que j'ai des tests de fiabilité qui sont faits à l'arrivée. Fabrice. Oui, ce que je disais tout à l'heure, pour moi on est encore dans un effet de balancier très fort de marché qui est en train de demande, offre et qui s'ajuste. Il s'ajuste plus vite sur certains marchés. Alors nous on a beaucoup de secteurs, un peu comme toi, on a plein de secteurs d'activité. Donc par exemple sur des marchés qui ont historiquement une activité d'étude de marché, alors on voit que le marché se régule très très vite. J'ai un client qui en 2 ans il a trouvé la valeur, que ce soit en partage non monétisé ou en monétisé, parce que c'est un marché que lui, quelque part, il pouvait comparer ses données à d'autres usages qui avaient déjà lieu des années en avance par des études de marché. Ensuite, il y a des marchés qui sont nouveaux, qui eux sont en début d'oscillation, et cela, en fait, c'est un peu trop tôt pour pouvoir... ils sont en train de se fixer, quoi. Donc là, tu parlais des agents de contractualisation. Par exemple, dans notre secteur techno, on a de la contractualisation automatique entre les fournisseurs et les acquéreurs sur des conditions qui ont été fixées par le fournisseur, acceptées par l'acquéreur, et puis après, automatiquement, c'est contractualisé. Donc en fait, cette oscillation là de marché, elle est en train d'avoir lieu. On parlait du coût de l'IA. Peut-être que l'IA va avoir un coût, l'accès à la donnée a aussi un coût, puisque les fournisseurs de la donnée, nous l'IA c'est une formidable opportunité, parce qu'en fait elle va accélérer le besoin d'accéder à la donnée. Les détenteurs de la donnée, aujourd'hui, ils ont conscience que ça a une certaine valeur, que ce soit pour leur propre usage ou encore plus si ça doit être utilisé à l'extérieur. Et donc ils veulent je ne vais pas dire des barrières, ils veulent des outils qui leur permettent de diffuser de manière contrôlée la donnée, qui accède à quelle donnée, pour quoi faire. Et d'autant plus que la donnée industrielle, ça va être la clé pour les agents IA. Donc pouvoir accéder à la donnée industrielle, ça va être la nécessité pour les agents IA, ça va être de pouvoir y accéder en respectant les éléments qui ont été fixés par les fournisseurs de cette donnée. Merci Jean-Marc. On a un mot sur l'IA et ensuite on termine sur une question pareille, toute simple, sur qu'est-ce qu'on attend de l'État, qu'est-ce que vous attendez de l'État ou du régulateur dans les prochains mois. Ah pardon, j'ai pas tenu mon micro, donc je répète ma question, mais c'est pour la caméra. Jean-Marc sur l'IA et ensuite une question simple, qu'est-ce qu'on attend du régulateur et de l'État pour les prochaines années? Je ne vais pas paraphraser Fabrice, mais plutôt abonder. Donc, je pense que nous, les clients, les acteurs les plus avancés dans le couplage valeur data plus IA, on le trouve dans le monde industriel. Donc, ça ramène bien au propos introductif de la donnée B2B. Des gens comme Total, comme Schneider Electric, qui sont nos clients, ils sont, pour donner un exemple, dans nos plateformes, nous on a un concept, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais ce qu'on appelle Bring Your Own Model. Donc ils ont entraîné eux-mêmes des modèles qui sont propres à leur métier, à leur discipline, avec des ontologies. C'est pas du droit, mais ils ont leur spécificité sur lesquelles les modèles génériques ne fonctionnent pas bien. À partir de ça, couplé à des données, mixées sur notre plateforme, ça permet ensuite de créer des agents ou d'alimenter des agents. Et ça a de la valeur pour eux. Voilà. Donc c'est finalement... dans certains cas, effectivement, il y a la valeur de la donnée brute, mais on a de moins en moins de demandes sur l'accès à une donnée brute monétisée en tant que telle, on va dire. Dans les cas qu'on traite, c'est probablement pas exactement le cas chez Fabrice, mais dans notre cas, on a de plus en plus cette notion de data product, qui est globalement une donnée packagée qui va se consommer soit sous la forme d'une donnée brute, avec toutes les métadonnées et les contrats associés, soit jusqu'à la forme d'un agent qui, quand on demande en fait souvent à un utilisateur, si on faisait un sondage dans la salle, c'est quoi une donnée pour vous? Alors certains diraient une API, puis plein de gens diraient c'est une visualisation avec des informations dessus. Ma mère, si je lui demande c'est quoi une donnée, elle va me dire c'est le chiffre que je vois sur la page, quoi. Donc c'est ça une data. Et donc les gens veulent consommer de la donnée sous cette forme-là aussi. C'est de la donnée, et donc sans redéfinir le terme. Et donc c'est souvent ça maintenant qu'on doit fournir à travers les plateformes, et pas la donnée brute. Ok, allez, en une phrase et on conclut, on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ou du régulateur dans les prochaines années? Alors l'État, moi déjà, qui cofinance mon projet s'il est dans la salle, parce que ça serait bien. Les espaces de données, on veut créer un cadre de confiance, on veut faire du multi face aux Américains qui sont dans le centralisé, et puis du coup, il faut absolument... Mais c'est le cas, l'Europe et la France financent, on est confiants là-dessus. Moi j'ai vu l'État arriver, on a ouvert les données, il y a eu les services d'API, dédicace à Romain Thalès qui fait un gros boulot sur le sujet depuis des années. Maintenant, la phase suivante, c'est est-ce qu'il va faire des RAG, est-ce qu'il va faire du fine-tune de LLM, est-ce que lui-même il va être un acteur d'IA?
je pense qu'il faut qu'ils viennent dans la gouvernance. Il faut qu'ils viennent dans la gouvernance d'espace de confiance, secteur par secteur, qu'ils prennent son rôle. Et ça va être très important pour moi. Une phrase. Raphaël, si tu as une requête de budget, c'est maintenant. Ouais, alors c'est vrai qu'on voit que ça a été un des sujets justement de ce début d'année, et notamment avec le nouveau gouvernement. L'intelligence artificielle, en tout cas, c'est un sujet qui va pousser en tout cas. Donc pour l'instant on a le budget qu'on a. On n'a pas forcément encore beaucoup de financements qui sont débloqués, mais après je pense que c'est intéressant, nous, de la manière qu'on a de travailler, c'est aussi d'avancer de manière frugale. Donc l'idée c'est aussi d'arriver avec des petits billets et d'avancer. Donc nous ce qu'on attend de l'État, et moi je vais parler plutôt des administrations, c'est vraiment d'avoir des personnes qui réfléchissent un peu déjà à l'impact derrière qu'ils vont avoir en faisant de l'IA générative, parce qu'on arrive souvent, les gens viennent nous voir et dire, ils nous disent on veut faire de l'intelligence artificielle, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Quels objectifs ? C'est d'abord réfléchir à est-ce que j'ai des données disponibles, et puis derrière c'est quoi qu'est-ce que je veux faire finalement, quel impact. On dit KPI dans votre domaine ? On parle de KPI ? Oui, on parle de retour sur investissement en tout cas, et on parle d'impact. C'est l'impact, et donc derrière, nous, l'idée c'est de financer assez rapidement des billets de 50 000 €, et on finance des projets comme ça, donc internes à l'administration. Donc c'est du cofinancement d'ailleurs, donc ça arrive à un billet de 100 000 €, et on se revoit dans 6 mois, et puis on essaie de voir si l'impact a été atteint ou pas. Allez, Jean-Marc et Fabrice, qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez des choses du régulateur ou de l'État pour accélérer le marché ? En fait, nous, on est des sociétés privées, donc je dirais, j'attends rien de l'État en particulier.